bonjour à toutes et tous. Je veux juste démarrer par une toute petite question pour apprendre à se connaître. Qui dans la salle, en levant la main, est convaincu que le dérèglement climatique est d'origine humaine? C'est bien, donc 100% en gros. Pourtant, aujourd'hui, 39% des Français sont climato-sceptiques. Ce chiffre fait mal parce que du coup, il est assez loin de ce qu'on constate dans cette salle, c'est dommage. Mais c'est pourtant réel, ce sont les dernières études. Aujourd'hui, le climato-scepticisme est en augmentation. Alors, il y a plein de responsabilités, plein de gens, plein de choses, plein de structures. Mais on est convaincus, nous, que les médias ont un rôle face à cette statistique, pour essayer de l'inhiber, bien sûr, mais que les médias ont un rôle, parce qu'il y a un certain nombre d'écueils qu'on peut constater fréquemment. Déjà, un écueil en quantité, on en parle très peu du sujet du dérèglement climatique et globalement des crises environnementales, si on inclut la crise de la biodiversité, si on inclut la crise des ressources, etc. Il y a un sujet de quantité. La quantité, c'est un préalable au passage à l'action, ça c'est démontré sociologiquement. Et ensuite, il y a les sujets de qualité, il y a comment on en parle. Déjà, éviter de trop subir l'actualité, parce qu'en fait, si on attend qu'il y ait canicule sur canicule pour évoquer le sujet, et qu'entre-temps on n'en parle pas, on ne permet pas le passage à l'action citoyen. Il y a les sujets de la transversalité aussi. Aujourd'hui, les crises environnementales, elles touchent tous nos sujets. Quand on parle pouvoir d'achat, quand on parle santé, quand on parle loisirs, voyage, en fait, on devrait pouvoir parler crise environnementale. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup siloté. Il y a le sujet des récits, il y a le sujet des images. Quand on illustre les canicules à Rio, ce n'est pas toujours la faute des journalistes, il y a plein de raisons, encore une fois. Quand on illustre les canicules à Rio par des plages, on ne permet pas de faciliter la compréhension de la dimension urgente. On donne encore l'impression qu'il peut y avoir du bon dans une belle canicule. C'est vrai que dans le Pas-de-Calais, c'est l'occasion d'aller à la plage. Donc il y a un certain nombre de sujets, il y a un certain nombre d'écueils. Le risque, c'est que ce rapport au climato-scepticisme continue d'augmenter et qu'on se retrouve dans la situation qu'on a aujourd'hui aux États-Unis et que, je crois, on ne souhaite pas, où devenir climato-sceptique, c'est devenu identitaire. En fait, on est d'un parti ou de l'autre, et puis dans un des deux partis, on est climato-sceptique, c'est normal. Alors qu'aujourd'hui, c'est un sujet scientifique, c'est une espèce de fait, d'accord, le dérèglement climatique et les crises environnementales. Et c'est un des écueils qu'il faut éviter, c'est cette confusion entre fait et opinion. Si on est convaincu que les médias ont un rôle à jouer, c'est justement aussi pour aider cette transition. Parce que si les médias sont en cause, ils ont aussi beaucoup de clés pour accompagner. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour mettre en valeur un certain nombre de choses, un certain nombre de sujets sur lesquels les médias s'engagent, les médias et ou les journalistes, parce que ce n'est pas la même chose. Et donc je suis ravi d'accueillir des représentants de l'écosystème dans son entièreté. Et je voudrais commencer par donner la parole à Valérie Martin, qui est peut-être la moins représentante des médias, mais qui pour autant travaille beaucoup sur le sujet à l'ADEME. Valérie, oui. Comment ça va ? Très bien. Je viens d'apprendre que l'ADEME, il y avait un média, c'est vrai, mais nous ne sommes pas un média. Mais je suis très fière d'être ici. Merci beaucoup. L'Agence de la transition écologique, est-ce que ça parle à tout le monde ? C'est gentil de secouer la tête. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça ne parle pas ? Vous avez le droit, il n'y a aucun mauvais point qui soit distribué aujourd'hui. Parfait. Ah, merci madame. L'Agence de la transition écologique, c'est une agence d'État qui est sous la triple tutelle du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Transition énergétique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, et on travaille sur l'intégralité des sujets autour de la transition écologique, moins les questions d'eau et de biodiversité, mais ça vous donne comme ça une image. Voilà, et ça fait 31 ans qu'on existe. Voilà, en résumé. Peut-être pour commencer, j'avais envie de vous parler de récits dominants aujourd'hui. Parce que quand on m'a proposé très gentiment d'intervenir à cette table ronde, parce que je travaille notamment sur la question des récits et des imaginaires, mais on va parler de récits parce qu'on est avec des journalistes, eh bien, c'était pour nous quelque chose d'important. Aujourd'hui, le récit dominant, c'est celui d'un récit plutôt consumériste, productiviste, technosolutionniste, voire illimitiste. Or, ce récit, il nous dit, pour être heureux, il faut consommer. Mais ce récit, il n'est pas compatible avec les limites planétaires. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ces mêmes limites planétaires, eh bien, elles sont dépassées les unes après les autres. Que les populations des espèces sont en train de disparaître à un rythme sans précédent. Que la question aussi des ressources
que l'on utilise, je ne parle pas uniquement des ressources énergétiques, mais aussi des ressources matérielles, aujourd'hui ferait également craindre pour un certain nombre de produits qui sont pourtant pour nous de l'usage commun. Et par rapport à ça, on peut dire qu'on est dans une crise des relations au monde, mais aussi à l'autre, aux autres et donc aux vivants. Et c'est peut-être ça aussi dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors comment faire pour faire émerger des contre-récits? Parce que les récits monolithiques, ce sont des dogmes. Comment faire pour faire émerger des contre-récits aussi puissants que le récit actuel? Des récits qui soient ceux de la désobriété, j'insiste, et de la résilience solidaire. Parce que quand on parle de transition écologique, il nous faut parler aussi de transition juste. Et pour ça, ça veut dire faire véhiculer des nouvelles valeurs de partage, d'entraide, d'autres façons aussi de penser la chose économique. Passer d'une économie linéaire, fondée sur une vente en volume, à une économie circulaire, sobre, fondée sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Là, le premier qui lève la main, je le félicite. En gros, je ne sais pas si vous connaissez, chez Michelin, avant, en B2B, ils vendaient des pneus. Il fallait en vendre beaucoup, puisqu'on est sur une économie en volume. Mais aujourd'hui, ils ont développé un service où ils vendent l'usage des pneus. Ils ont intérêt à ce que les pneus durent le plus longtemps possible. Vous voyez que c'est un changement de modèle économique qui est fort. Et puis, on a aussi besoin, du coup, aujourd'hui, alors qu'on est de plus en plus conscient qu'il nous faut aller vers davantage de sobriété, on a besoin d'un changement de discours. On sait, il y a eu des études, et notamment une étude, je crois, qui est parue il y a 1 an, de l'Université de Lausanne, que si l'information est indispensable, et notamment l'information scientifique est indispensable, seule, elle ne suffit pas à faire passer à l'action. Et là-dessus, c'est intéressant, notamment ce que disait Jean, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, dans les erreurs que nous avons commises, alors que nous sommes face à l'urgence climatique, plus encore que la crise, c'est l'urgence climatique, je pense, qui est important, eh bien peut-être qu'on leur a trop parlé de chiffres, d'études, de mots qui étaient peut-être trop complexes, trop abstraits, trop intellectuels, et qu'aujourd'hui, force est de constater que pour faire passer à l'action, il faut parler aussi de ce qui concerne les gens, notamment. Par exemple, la question de la santé, c'est un des moteurs principaux pour faire passer les gens à l'action. Les vagues de chaleur, les canicules, questions de santé. Des questions de géopolitique. On peut parler des migrations forcées à cause des changements climatiques. Des questions de conflits. Par exemple, on peut prendre l'eau, près de chez nous, loin de chez nous. Des questions économiques, comme j'expliquais par exemple, sur notre affaire avec Michelin. Bref, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut essayer de faire changer les choses. Et pour faire émerger ces nouveaux récits, pour les mettre en avant, dans le respect bien évidemment de la réalité, eh bien, le rôle des médias il est absolument indispensable parce qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est avant tout une transition sociétale, mais aussi une transition culturelle. Et à ce titre, les médias, ils ont un rôle majeur à jouer. Ils peuvent le jouer parce qu'à grande responsabilité, qui est la vôtre, il y a un grand pouvoir aussi. Et là-dessus, ça bouge dans les médias, ça c'est certain. Oui, il y a une petite référence, je vois que mademoiselle l'a compris. Merci, ça me fait plaisir, ça fait un petit truc d'humour. C'est vrai qu'il y a eu 2018, puis il y a eu les étés 2022-2023 où on a vu une accélération extrêmement forte depuis donc 6 ans du traitement de ces questions écologiques dans la sphère médiatique. Parce que, notamment, les étés 2022-2023, ça a été des catalyseurs extrêmement forts qui ont permis que, on va dire, des médias qui ne traitaient pas vraiment de ces sujets-là jusqu'à présent s'en emparent aussi. Pour les autres, ça a permis de renforcer. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a rien. Et puis, il y a eu cette fameuse charte, le 14 septembre 2022, une charte qui fait toujours date. Et on a vu aussi émerger des baromètres pour pouvoir suivre la façon dont les médias traitaient de la question climatique. On a vu également des attentes qui augmentaient de la part des citoyens. Et à ce titre-là, je voudrais vous donner... Alors à l'ADEME, on a beaucoup d'études, énormément, mais on a des baromètres.
et des baromètres sur les représentations sociales de l'effet de serre, par exemple. On a sorti notre 24e baromètre, donc l'intérêt, c'est que c'est une tendance, ce n'est pas un sondage one-shot. 92% des Français considèrent qu'il faudrait modifier nos modes de vie pour en limiter les impacts sur l'environnement et sur le climat. En un mot, il y a besoin de changer en profondeur nos modes de vie. Ce qu'ils nous disent aussi, parmi les sujets les plus préoccupants, sachant qu'aujourd'hui la question du changement climatique reste dans le top 3 des sujets les plus importants pour les gens, au même niveau que la sécurité, les migrations, etc. Et bon, alors au-dessus, il y a les questions d'inflation, mais c'est important de se dire que même alors que l'inflation est extrêmement haute, la question de l'écologie et notamment du changement climatique reste dans le top 3. Donc parmi les sujets importants, il y a avant tout le changement climatique. Et puis ensuite, on a tout ce qui est lié beaucoup plus bas, biodiversité, puis pollution de l'eau, puis pollution de l'air, puis question des déchets ménagers. C'est ça les sujets aussi, et ce sont des sujets du quotidien qui intéressent les gens. Alors pour nous, aujourd'hui à l'ADEME, on a à peu près 1500, on va dire environ 1500 demandes de presse par an, parce que l'ADEME est un véritable réservoir d'informations fiables avec des experts. On essaye de débunker aussi tout ce qui peut être des fake news, d'accompagner les décryptages. Et puis, ce que l'on a envie de faire également, c'est au-delà du simple fait de parler de causes, de solutions, c'est d'impact et de solutions, c'est de pouvoir parler des causes et de pouvoir avoir une approche systémique. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on a peut-être encore un peu trop souvent une approche qui est en silo par thème, mais que cette notion systémique, elle est beaucoup moins présente qu'elle ne devrait l'être. Or, c'est cette complexité, cette pédagogie de la complexité sur laquelle nous comptons aussi beaucoup sur vous pour nous accompagner aussi dans cette mission. Et c'est important également, ce sont souvent des choses que l'on met en avant, de bien vouloir rappeler le niveau auquel la solution, le sujet qui est présenté contribue. Parce que parfois, on a l'impression que les sujets dont on parle, ils ont en gros tous la même efficacité. Alors la dernière chose que l'on vient de faire, là, c'est qu'on s'est associé à Climat Média, à Quota Climat. Je regarde Jean parce qu'il me surveille pour savoir si je dis bien tout le monde. À Data for Good, laissez-moi dire, je vais aller chercher quand même mes notes. À Médiatri, à Pour plus de climat dans les médias, pour travailler sur un commun. C'est une nouvelle façon aussi pour nous de pouvoir travailler, de façon à pouvoir participer à l'élaboration d'un baromètre, d'un observatoire, justement, dans la façon dont les médias se saisissent des questions écologiques, de façon à ce que ça puisse servir d'outil à la fois pour les médias, mais aussi pour le grand public, pour comprendre clairement les choses. Et ce commun sera évidemment largement accessible, donc on en saura plus au mois de septembre. Je voulais te dire une dernière chose, que je voudrais tirer mon chapeau à plusieurs initiatives. Il ne faut pas croire que ce que j'ai dit là mésestime tout ce qui est fait. Bon, un coup de cœur. La série adaptation Le Monde, qui est parue l'année dernière, avec, je crois que c'était piloté par Nabil Wakim. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, allez-y. L'émission de France Inter sur Ondée Carbone, où ils ont fait en direct un exercice d'automne. L'exercice fait par la PQR, où il y a 52 titres avec Enquête de demain, absolument passionnant, où ils ont réussi à se mettre tous autour de la table pour faire justement un supplément fantastique. Bien sûr, tout ce qui se fait aussi sur météo et climat, et tous les reportages des JT qui aujourd'hui, que ce soit chez TF1, que ce soit chez France TV, connaissent de plus en plus une référence importante à la question de l'environnement, même quand a priori, c'était des sujets qui en étaient un peu éloignés. Donc, pourvu que ça s'accélère et pourvu que ça continue. Merci Valérie pour cette prise de parole. Justement sur le sujet de la quantification, tant qu'on reste un tout petit peu dans le constat, et après on parlera justement plutôt de ce qui change chez les médias et comment on change. Pierre Pétillot, vous êtes justement représentant de l'APIG, l'Alliance pour la presse, pour l'information généraliste. Général. Et il me semble que justement vous êtes aujourd'hui aussi là pour présenter un certain nombre de résultats, de mesures des 3 dernières années en fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous parler de ce constat
du traitement médiatique de l'urgence écologique. Bien sûr. Alors pour présenter rapidement l'Alliance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la principale organisation d'éditeurs de presse en France. Donc c'est l'éditeur de presse d'information, ce qu'on appelle politique et générale. Donc on a Le Monde, on a Ouest France comme membre, on a à peu près toute la PQN et la PQR, et puis plein de titres de presse hebdo-régionale dans les territoires, avec ce métier commun qui est l'information politique et générale, c'est-à-dire d'informer le public sur à peu près tous les aspects, ou en tout cas on essaye, de la vie économique, politique, sociale. Effectivement, on va publier la 3e édition là, dans les jours qui viennent de notre étude sur la contribution éditoriale de la presse à la transition écologique. Alors pourquoi cette étude? On a lancé la première édition il y a à peu près 3 ans, je crois maintenant, au moment de la Convention climat, avec cette idée qu'il y avait une contribution éditoriale spécifique de la presse d'information à la sensibilisation du public sur ces sujets, et aussi d'une certaine manière à la prescription, enfin, un effet prescriptif pour les autres médias, et on s'est dit on va la mesurer. Il y a un prestataire qui s'appelle AD, qui travaille pour les éditeurs de presse sur pas mal de sujets, qui nous a dit moi je sais faire ça, je suis capable d'aller faire de la recherche sémantique et d'isoler les articles qui traitent de la transition écologique à titre principal, et de vous sortir des chiffres. Et le résultat de la 3e vague qu'on va sortir là, un peu en avant-première, mais il n'y a pas d'énormes surprises non plus, c'est un peu la même tendance qu'on observait dans les 2 premières vagues, c'est-à-dire une croissance continue du nombre d'articles consacrés à ce thème, et j'insiste sur le nombre d'articles consacrés à titre principal, parce que de la transition écologique, il y en a un petit peu partout aujourd'hui quand même, dans les articles de presse et dans les différentes rubriques d'information. Et en l'occurrence, là, cette 3e vague montre une progression de 17% entre 2023 et 2021, avec sur la période 2021, 2022, 2023, donc 3 ans, environ 187 000 articles consacrés à titre principal à ce sujet. Alors cette tendance continue à la hausse, elle reflète évidemment le poids croissant du sujet et son importance factuelle et puis son importance pour l'opinion, mais il y a aussi des évolutions, on va dire, circonstancielles, temporaires. Par exemple, vous allez avoir des pics très sensibles de publication d'articles au moment de la publication des rapports du GIEC, au moment des COP, au moment des divers événements, au moment aussi des événements militants comme Sainte-Soline. Il y a eu un très très gros pic en 2023 à ce moment-là. Donc évidemment, la presse d'info relaie cette actu de façon tout à fait précise, et ça se voit dans les volumes. L'autre enseignement, c'est la grande variété des points de vue qui sont exposés. Alors là non plus, peut-être ça ne surprendra pas tout le monde, mais la presse d'info se fait vraiment le relais de l'ensemble des points de vue, d'abord scientifiques, évidemment, des politiques et des institutionnels, les réponses qui peuvent être apportées en termes de politique publique, des militants et des citoyens, et ça c'est le cas de plus en plus, et puis aussi des entreprises et des milieux économiques. En termes de contenu des articles, nous, ce qu'on a vu et ce qu'on arrive à mesurer, c'est que les contenus principaux, c'est ce qu'on appelle les marqueurs du dérèglement climatique, mais c'est en clair les incendies, les canicules, les inondations, hélas, qui constituent un gros morceau, on va dire un gros quart, entre 25 et 30% des articles. Et puis l'autre gros morceau, et là c'est même, on va dire, presque un tiers, c'est l'origine du réchauffement climatique, donc essentiellement les activités humaines, qu'elles soient agricoles, industrielles ou autres. Donc ça, c'est vraiment le plus gros morceau de cette contribution éditoriale de la presse. Et puis après viennent derrière les réponses des acteurs de la société, quels qu'ils soient, et je les ai détaillés. Et puis de plus en plus, même si aujourd'hui c'est une part minoritaire du corpus, tout ce qui est réaction individuelle, ce qu'on appelle les systèmes de croyance, les ressentis, les changements de comportement aussi. Et on a parlé là au début de climato-scepticisme. Par exemple, le climato-scepticisme, c'est encore un élément assez marginal en nombre, c'est de l'ordre de 1% des articles, mais c'est quelque chose qui progresse très fortement dans le traitement éditorial là, depuis 2 ou 3 ans. On a un quasi-doublement, je crois que c'est plus 83% dans l'étude, donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus traité. De même d'ailleurs que l'éco-anxiété, qui n'est pas du tout la même chose évidemment, mais qui est là aussi une espèce de ressenti personnel et d'évolution de comportement dû au réchauffement. Donc voilà, cette étude, et vous l'aurez encore une fois dans les prochains jours, elle montre bien qu'il y a un traitement qui est de plus en
en plus important, à la fois quantitativement et qualitativement. Évidemment, la contribution de la presse d'info ne s'arrête pas à ça. Alors, je n'irai pas marcher sur les plates-bandes des journalistes qui sont là, parce que moi-même, je ne suis pas journaliste, mais juste pour citer quelques initiatives que mènent nos titres. Alors, Valérie citait cet exemple qui est très bon, effectivement, de ce supplément commun à la PQR. Au niveau des groupes, par exemple, EBRA a aussi un mensuel qui paraît avec chacun de ces 9 titres quotidiens. Alors, donc EBRA, c'est tous les titres, vous savez, de l'Est de la France, qui s'appelle Ici on agit, qui est intégralement consacré aux questions de transition écologique. D'autres ont choisi des stratégies un peu différentes. Ce matin, il y a une rubrique dédiée. Centre France, alors là c'est assez original, ils ont une équipe de journalistes dédiés au sujet, issus de leurs différentes rédactions, et qui vont irriguer l'ensemble de leur groupe et de leurs titres avec des éléments factuels, des informations, des angles, des recommandations sur la façon de traiter l'information, etc., etc. Donc, il y a une profusion vraiment d'initiatives éditoriales sur le sujet. C'est important aussi, cette richesse et cette variété dans le traitement. Il faut qu'on ait effectivement des axes communs, mais il faut aussi préserver cette variété. Nous, ce qu'on défend beaucoup à l'Alliance, c'est le pluralisme, une notion qui n'est pas toujours très valorisée dans tous les débats sur la presse et l'information. On pense que c'est important, et c'est particulièrement important aussi dans le sujet de la transition écologique. Il y a des vérités scientifiques absolues, mais après, il y a effectivement des angles et une variété d'approches pour sensibiliser le public à ces vérités. Merci pour cette prise de parole. Je rebondis sur 2 éléments, et les autres intervenants, n'hésitez pas à rebondir, hein, même si je ne vous ai pas encore passé la parole, vous êtes bien sûr les bienvenus. 2 choses, je note que dans les manières de traiter le sujet, en fait, on parle d'abord des conséquences, ensuite un petit peu des causes, et finalement on n'arrive qu'en 3e, les solutions. Ça, c'est assez notable, hein, parce que c'est justement un des enjeux, c'est qu'aujourd'hui est démontré que la peur est plutôt saine et est un catalyseur du passage à l'action. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur face à l'urgence. Enfin, honnêtement, l'éco-anxiété, c'est pas en tant que tel un trouble, hein, le symptôme c'est l'urgence climatique, l'anxiété est plutôt logique. En revanche, elle peut permettre de catalyser le passage à l'action quand on a connaissance et conscience de l'existence des solutions. Et ça, c'est démontré sociologiquement. Donc c'est un des éléments importants. C'est-à-dire que pour l'instant, aujourd'hui, probablement, on traite encore assez peu des solutions, et assez peu des solutions au titre de leur impact réel. C'est-à-dire que quand on parle des solutions, ce n'est pas le technosolutionnisme, c'est de parler des solutions efficaces, et en les mettant en contexte avec à quel point c'est efficace. Pour décarboner une industrie, les solutions qui la décarbonent pour de vrai, pas les solutions techno dont l'impact sera marginal à court terme. Ça, c'est un point important. Je rebondis sur un 2e point. Alors, évidemment, je sais que le pluralisme fait débat, mais vous avez évoqué... il ne fait pas débat, non. Vous avez évoqué l'entièreté des sujets de la science, et notamment le fait qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient de l'ordre du consensus scientifique. Pourtant, on retrouve encore très souvent dans la presse des doubles pages dédiées notamment à la mise en avant de propos climato-sceptiques. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer, parce que de fait, ça a encore un pouvoir prescriptif? Alors, très souvent, je ne sais pas d'où vient cette information. Moi, je ne le vois pas personnellement. Mais ouais, vous pouvez suivre Quota Climat sur LinkedIn, par exemple. Vous le verrez de temps en temps. C'est de la pub, d'accord. Oh j'ai pas fait ma promotion au début, je peux la faire maintenant. Mais si, malheureusement, c'est trop souvent. Et c'est bien le problème des fake news, c'est que ça n'a pas besoin d'être très souvent pour être trop souvent. En fait, on n'a pas besoin de dire n'importe quoi à temps plein. Il suffit d'offrir une double page une fois de temps en temps à des propos strictement climato-sceptiques, et ça peut performer l'opinion. Et ensuite, c'est ça qui est repris. On sait qu'une fake news aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle se diffuse 6 fois plus qu'une information véritable. Par ailleurs, on sait que la réinformation n'a quasiment aucun impact en réalité sur les opinions. Donc en réalité, ça c'est un sujet, je crois, important, mais que je voulais juste verbaliser, mais on peut reparler après sur les temps d'échange de toute façon. Laurie ? Moi j'ai un exemple dans la presse, c'est Le Figaro, en juin 2023, qui est quand même l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire humaine. Titré un article « Hippopotame dans la Tamise, ferme viking au Groenland, ces réchauffements qui ont marqué l'histoire ». Et qui est en fait un article purement et essentiellement climato-sceptique sur la gravité de la situation actuelle, sur le réchauffement climatique que nous vivons. Le 11 septembre 2023, ce même journal, donc Le Figaro, publiait cette fois-ci une tribune sur la lutte contre le climato-scepticisme. Et des fois, c'est un petit peu le souci actuellement avec le pluralisme et les gros médias, c'est qu'à force de vouloir donner la parole à n'importe qui, on en vient à donner des messages qui sont confus et incohérents avec la réalité scientifique de ce que nous vivons aujourd'hui.
Alors, moi, je ne vais pas commenter le Figaro. Je sais que la presse d'info, elle n'est pas là pour apporter des messages, elle est là pour apporter des faits. Donc après, on aime les hippopotames ou pas, moi, j'en sais rien. Mais voilà. Et par ailleurs, le pluralisme, pour nous, il ne fait pas débat. Le pluralisme, c'est nécessaire, c'est un élément constitutif de la démocratie. Voilà. Mais sans inviter des climato-sceptiques notoires, du coup. Je ne sais pas, moi, j'en ai pas vu personnellement. Mais j'en invite pas. Je vais peut-être prendre la défense du Figaro. Ils ne sont pas là pour le faire. Non, mais juste, s'ils ont fait un article sur la lutte contre le climato-scepticisme, je ne vois pas le problème. Non, le problème, c'était celui d'avant. C'était la tribune qui était l'article qui était climato-sceptique. Et ensuite, ils ont publié une tribune quelques mois plus tard, la même année en 2023, en disant attention au climato-scepticisme. Ah oui, d'accord. C'est compliqué, quoi. Oui, c'est les paradoxes qu'il peut y avoir. La dissonance cognitive. Mais sur le climato-scepticisme, moi non plus, je ne vois pas trop apparaître ces dernières années des contenus climato-sceptiques dans les médias. Alors, des fake news sur les réseaux sociaux, il y en a, mais les fake news, ce n'est pas forcément les médias qui les produisent, c'est même souvent... Sud Radio, hier. Pardon ? Sud Radio, hier, par exemple. Ok, Sud Radio, c'est effectivement l'exemple, c'est quand même un média complotiste aujourd'hui. Oui, mais c'était hier. Enfin, je veux dire... Donc sur France Soir, je pense que sur France Soir, on va en voir beaucoup aussi, mais c'est des tout petits médias qui ont adopté des lignes complotistes et climato-sceptiques. Là, pour ce cas-là, ça fait partie de leur ligne éditoriale. Ça reste vrai, mais c'est du coup une des limites. Laurie, sur un... Et Pascal Praud, qui est le champion du climato-scepticisme en France, je suis désolée, mais lui, c'est un gros problème quand même. Il existe. Mais les climato-sceptiques existent. Encore là, le 4 février 2024, il a publié une tribune autour du climat et de l'agriculture dans le journal du dimanche, où il disait qu'en termes de climat, je cite, « la France en a vu d'autres ». Ok, mais en tout cas pour nous, moi je prends l'exemple du Monde. Pour nous, le débat sur le climato-scepticisme est terminé. Il a eu lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Effectivement, à l'époque, on a pu donner la parole à des climato-sceptiques parce que effectivement, le consensus scientifique n'était pas avéré. Mais pour nous, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, le consensus scientifique, il est avéré. Il y a toujours quelques voix dissonantes qui peuvent apparaître parce qu'elles essayent d'exister dans les médias. Mais effectivement, ce débat n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc, dans de nombreux médias, je pense que les climato-sceptiques n'apparaissent plus. Alors, effectivement, il y a des contre-exemples, effectivement. Du coup, pour lutter contre ça, justement, il y a un sujet d'information sur les enjeux environnementaux, il y a un sujet de pédagogie. Laurie, tu es parmi Bonjour. les initiatrices de quelque chose qui aujourd'hui est bien connu, la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Tout à fait. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laurie Debove, je suis la rédactrice en chef du média indépendant et spécialisé dans l'écologie, La Relève et la Peste. On a été fondé en 2015 et moi je suis rédac-chef depuis 2020, donc avec le début de la pandémie. En 2022, j'ai pris part à la création de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, avec un collectif de journalistes qui travaillent dans d'autres médias indépendants, mais pas que. On a aussi des journalistes issus de grandes rédactions et notamment RMC, qui d'ailleurs nous a fait le plaisir de signer en son nom propre la charte. Aujourd'hui, il y a 1949 signataires de cette charte. Et si on l'a lancée à l'époque, c'est parce que la question qui gravitait autour des journalistes qui traitaient de sujets écologiques, c'était qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager pour l'écologie, comme si écrire des sujets qui traitaient autour de l'écologie était une forme finalement de militantisme et plus de métier de professionnel de l'information, en tout cas quand on était spécialisé dans cette thématique-là. L'autre point également qui nous préoccupait, c'est qu'on assistait de plus en plus à une forme de censure au sein de certaines rédactions ou de sentiment d'isolement de la part de confrères et de consoeurs journalistes qui voulaient traiter de sujets écologiques mais qui avaient du mal à porter ces sujets-là au sein de leurs médias. Et on voulait leur faire comprendre qu'il y avait une charte à laquelle ils pouvaient s'identifier d'une part, mais aussi un collectif sur lequel ils pouvaient se reposer d'autre part. Et puis enfin, cette charte, elle nous paraissait nécessaire parce que la France, elle a quand même une place particulière en termes d'impact sur les conséquences du dérèglement climatique que nous vivons. Il faut savoir que la France, c'est le pays d'Europe qui est le plus exposé et qui va le plus souffrir de la crise climatique, à la fois par notre territoire métropolitain, mais aussi par les dom-toms que nous avons. C'est le 15e pays au monde, le plus exposé au dérèglement climatique également, la France. Donc c'est les chiffres d'une étude de 2020 qui le dit.
Jean parlait tout à l'heure en rigolant du réchauffement climatique au Pas-de-Calais où les gens pensent qu'on va aller à la plage. Bon, bah, les habitants du Pas-de-Calais, ils ont bien vu cette année qu'ils n'ont plus besoin d'aller à la plage pour avoir de l'eau chez eux parce que c'est la catastrophe en termes d'inondation et que malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. Dans d'autres départements de France, c'est la sécheresse qui impacte les maisons. Il y a 10 millions de maisons qui sont touchées et concernées par la sécheresse à l'horizon 2050 aujourd'hui en France. Les assureurs, ils estiment que d'ici 2050, on va devoir payer 143 milliards d'euros de dégâts climatiques pour la France. Donc voilà, il y a quand même un état des lieux économique qui est connu des assureurs réels, en temps réel. Là, à ce moment, on se projette souvent sur du 2050, 2100, mais concrètement, les gens qui perdent leur maison, que ce soit à cause des inondations, de la sécheresse ou de l'érosion du littoral, c'est aussi maintenant en France que ça se joue. Et c'était un petit peu pour faire porter tous ces sujets-là et montrer que l'écologie, c'est pas juste une rubrique, c'est vraiment un prisme à travers lequel il faut penser aujourd'hui tous nos débats de société qu'on a créé, ce collectif et cette charte en 13 points qui est exposée juste là. Le 10 janvier, là, on a fait un événement à Paris qui regroupait 200 professionnels signataires de la charte pour pouvoir à la fois les former, mais aussi répondre à leurs questions. On avait différents ateliers. Enfin, c'était vraiment un temps d'échange assez chouette. On a vu que certains ne se rendent pas forcément compte de l'impact bénéfique qu'ils ont déjà. Là, je pense à un salarié de France 3 qui avait l'impression que France 3 n'en faisait pas assez autour des sujets liés à l'environnement, alors que nous, avec le collectif, on avait plutôt un regard très constructif et encourageant sur la qualité des reportages menés par François Région sur ces thématiques-là. Comme Valérie les a cités, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont essaimé suite au lancement de la charte. Ça fait un buzz en septembre 2022, mais il y a aussi plein d'autres médias comme Sud-Ouest, comme Ouest France et comme d'autres qui ont créé leur propre charte. Et donc c'est aussi une façon de réinterroger nos pratiques journalistiques. Mais encore une fois, quand on parle de crise écologique, on pense notion systémique. Donc c'est pas juste les journalistes, comment vous pouvez changer votre pratique, c'est vraiment la façon d'aborder ces thématiques-là qui nous paraissaient intéressantes. Et puis maintenant, grâce à Quota Climat, à Expertise Climat et beaucoup d'autres associations à la création de ce baromètre, ça c'est formidable pour nous parce que c'est un travail que nous, en tant que journalistes, on ne voulait pas faire. On ne veut pas être là pour juger les confrères et les consoeurs sur la qualité de leur travail, mais on va être là pour encourager ces sujets à avoir plus de visibilité au sein de nos rédactions. Merci Laurie. Avant qu'on passe aux engagements directement des médias, juste il y a un autre point que je voulais aborder rapidement. Vous avez publié chez La Relève et la Peste, il me semble, enfin vous avez relayé une tribune cette semaine ou fin de semaine dernière sur la répression qui est faite aux journalistes qui viennent couvrir des sujets environnementaux. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, 3 mots, allez, 3 mots. Oui. Alors ça, c'est un souci qu'on observe beaucoup quand on couvre les luttes locales en tant que journaliste. Si on a le malheur de trop donner la parole aux militants et de pas assez respecter les chiffres donnés par la préfecture, on est vite regardé comme étant du mauvais côté de la barrière par les forces de l'ordre et les services de l'État. Nous, à La Relève et la Peste, on a un journaliste qui s'est déjà retrouvé en garde à vue parce qu'il couvrait en reportage une action militante de gens qui construisaient symboliquement un mur devant le ministère de la Transition écologique. Ils ont empilé 10 parpaings les uns au-dessus des autres. Et donc, il s'est fait embarquer en garde à vue avec un journaliste de France Télévisions aussi qui était là. Heureusement, il y a Lucille qui est dans le fond, là, qui vient de lancer l'OFALP, qui est un observatoire des atteintes faites aux libertés de la presse, qui va nous permettre d'avoir un suivi un peu plus doté et chiffré de ces événements-là. Et là, le gros enjeu qui a eu lieu ces derniers temps en termes d'atteinte aux libertés de la presse, c'est sur toute la lutte autour du projet de A69 à Toulouse. Donc j'imagine que vous en avez tous entendu parler par main levée, vous connaissez tout ce qui se passe là-bas. Et en fait, là, il faut savoir que depuis 1 an, c'est un peu devenu une zone de non-droit pour la pratique journalistique, c'est-à-dire qu'il y a des écureuils qui sont montés dans des arbres pour empêcher leur abattage. Ils viennent, là, c'est tombé vendredi, l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, leur a enfin donné raison. Oui, ces abattages étaient complètement illégaux. Oui, les arbres sont bien censés être intacts jusqu'au 1er septembre. Et donc là, ils ont pu descendre de l'arbre. Mais ça fait plus d'1 an que sur cette zone, qui est dite de la Crémarbre, sur la commune de Saix, dans le Tarn,
les journalistes ne peuvent pas accéder à tout ça. Il y a notamment les confrères de France 3 Occitanie qui sont sur place, qui ont un mal fou à accéder au site, qui ont vu des bousculades. Il y a une journaliste de France 3 qui a été poussée au sol dimanche alors que les écureuils redescendaient de l'arbre, qu'elle voulait filmer, donc faire son travail de journaliste, tout simplement, la descente des écureuils, qui sont le nom des militants qui sont perchés dans les arbres. Et là, il y a une policière qui l'a bousculée, qui l'a jetée à terre avec sa caméra, alors qu'en soi, il n'y avait plus d'enjeu, même pour les policiers, puisque là, on était sur une situation de résolution du conflit, si j'ai envie de dire. Donc on voit vraiment que c'est compliqué quand ça touche au sujet d'aménagement du territoire et des luttes locales, et que le rôle des journalistes prend tout son sens. On est quand même censé être un contre-pouvoir, on est censé interroger aussi bien les décisions gouvernementales que celles d'aménagement des territoires, et on est censé pouvoir donner la parole à tout le monde sans recevoir la menace des forces de l'ordre, malgré la présentation des cartes de presse. Nous, à La Relève et la Peste, on a 3 journalistes qui sont situés à Toulouse, dont un photoreporter. Et lui, pareil, il a eu un mal fou à faire son travail de photoreportage parce que les forces de l'ordre ne voulaient jamais le laisser s'approcher du site. Alors, il a quand même réussi, mais on ne devrait plus avoir en 2024 en France à faire des pieds et des mains pour pouvoir juste faire notre travail d'information. La situation est telle qu'elle a été dénoncée par Michel Frost, le rapporteur spécial des Nations Unies qui s'est rendu sur le site fin février 2024 et qui a dit dans son rapport que les forces de l'ordre françaises sont censées laisser les journalistes faire leur travail. Merci Laurie, et on suivra évidemment les travaux et les publications de l'OFALP, donc l'observatoire sur le sujet, qui est crucial. Moi je crois beaucoup aux data, mais comme Valérie l'a dit, il faut aussi un observatoire par ailleurs. Ça me plaît beaucoup. Virginie, sur les engagements au sein d'un groupe pour le coup, vous êtes notamment à l'origine chez Ouest France de la charte pour un journalisme, cette fois à la hauteur des enjeux écologiques. Oui. Nous, c'est pas au nom du groupe, c'est au nom de Ouest France, du journal qu'on a fait. Oui. Effectivement, donc merci à Laurie d'avoir ouvert la porte. Pardon. Je disais merci à Laurie d'avoir ouvert la porte. Nous, en fait, à Ouest France, en 2019, on avait déjà proposé un projet à la rédaction en chef avec quelques collègues pour traiter plus et mieux les enjeux climatiques et environnementaux en général. Il avait été bien reçu, lu, mais il était un peu resté en stand-by. L'été 2022 a été catastrophique, tout le monde a vécu plusieurs canicules, des sécheresses, dans l'Ouest on a particulièrement été touché. Et ce qui fait que quand en septembre votre charte est sortie, nous ça nous a permis d'en discuter avec la rédaction en chef en leur disant est-ce que nous en tant que médias on pourrait signer cette charte, on trouvait ça intéressant. Ce à quoi la rédaction en chef nous a dit qu'ils étaient totalement partants pour faire un travail et nous-mêmes se questionner sur ces sujets-là, mais qu'à Ouest France, et effectivement c'est vrai, on avait toujours réalisé nos propres chartes. C'est le cas pour la charte du traitement des faits divers et de la justice, d'une juste place des femmes dans l'éditorial, sur Internet, etc. Cela dit, finalement, on a trouvé ça hyper intéressant aussi parce que ça nous a permis de créer notre propre charte avec l'ADN de Ouest France, d'y réfléchir avec, alors dans un premier temps, une quinzaine de collègues. On y a bossé pendant 6 mois, donc des collègues de toutes les zones géographiques de Ouest France, de différents postes hiérarchiques. Ouais, on verra après. Non, on verra après, il n'y a pas de souci. Et voilà, et on s'est réunis pendant 6 mois pour arriver à cette charte qu'on a fait ensuite, qu'on a discuté, fait relire et valider aussi par tout notre réseau environnement. On était 150 à l'époque, mais aujourd'hui on est 200 journalistes sur les 630 qui comptent la rédaction. C'est un réseau de compétences, on en a d'autres, économie, égalité femmes-hommes justement, bref. Et donc c'est les journalistes qui, en plus d'être en poste dans une rédaction locale ou au siège ou quoi que ce soit, participent à plusieurs réseaux selon les sujets qu'ils couvrent ou selon les thèmes qui les intéressent. Donc on a écrit cette charte, elle a 11 points qui traitent vraiment de l'éditorial et qui font du traitement des sujets climatiques et de biodiversité un pilier des valeurs de Ouest France. Qui, parce que c'était évoqué tout à l'heure, effectivement, disent dès le point 1 que même si il faut continuer à donner une pluralité d'opinions, clairement, Ouest France se place du côté du consensus scientifique, et autant il y a encore 15 ans, si on avait quelqu'un qui avait un propos
pro. En plus, ça n'a pas de sens de dire pro-climat, parce qu'évidemment, c'est pas une opinion. Mais bref, en face, on avait un Claude Allègre qui disait l'inverse à niveau égal, parce qu'on voulait vraiment que chacun puisse s'exprimer. Voilà, clairement, ça c'est terminé depuis longtemps, et maintenant, c'est écrit dans cette charte dès le premier point. Voilà, donc elle a été. Et donc les 11 premiers points sont sur l'éditorial, et il y a 3 points ensuite sur les co-responsabilités de l'entreprise de manière un peu plus vaste. Et cette charte, donc, on l'a mise en service il y a un peu plus d'1 an. Ensuite, on a fait plein de réunions d'information dans tous les départements auprès des 650 journalistes, pas uniquement ceux du réseau environnement, pour leur présenter, en discuter avec eux, parce qu'il ne suffit pas d'édicter une charte pour qu'elle soit mise en œuvre. Donc c'était vraiment important d'avoir ce temps de réflexion. Il y avait plein de réactions, il y avait des collègues qui depuis longtemps étaient à titre personnel engagés sur ces questions-là, les couvraient déjà, mais parfois se sentaient un peu seuls ou ne savaient pas exactement quelle était la ligne du journal vis-à-vis de ces questions-là, ou se sentaient pas suffisamment formés pour être légitimes pour les traiter, et qui ont été donc très contents qu'on ait édité cette charte avec il y a une trentaine de pages ensuite de boîte à outils, parce que nous on a 58 rédactions, donc il y a des collègues qui sont 2 dans leur rédaction, certains jours 1, donc en gros pour discuter avec d'autres, c'est pas toujours simple. Voilà, donc il y a vraiment toute cette boîte à outils qui les aide. Et donc on a sensibilisé tout le monde. Il y a aussi une formation depuis 1 an où on a, alors sur les 200 membres du réseau, il y a 170 ou 180 journalistes maintenant qui ont pu faire cette formation enjeux climatiques en 3 jours avec l'organisme SAMSA, qui est vraiment sur connaître les grands enjeux et ensuite comment traiter journalistiquement ces questions-là, comment ne pas devenir éco-anxieux soi-même, comment ne pas rendre son public éco-anxieux, comment essayer d'attirer les gens vers ces sujets qui peuvent paraître ardu ou pagué, quoi, clairement. Voilà, et que puis-je vous dire d'autre? Oui, il s'est aussi posé la question du militantisme. Il y a aussi plusieurs collègues qui nous disaient oui, mais est-ce que traiter ça, c'est pas du militantisme? Donc voilà, donc nous, clairement, on a rappelé à tout le monde que non, c'était faire notre travail de journaliste, qu'on faisait toujours du contradictoire, etc. Mais que aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans, on est légitime, nous, journalistes, pour mettre en avant un sujet, je dis n'importe quoi, mais par exemple, lors du départ de la route du Rhum, il y avait un nombre incalculable de spectateurs sur des falaises protégées pour regarder le départ des bateaux. Il y a quelques années, s'il n'y avait pas une association environnementaliste qui nous alertait là-dessus, nous on disait non, c'est pas nous, on peut pas mettre ce sujet sur la table, ça c'est militant, etc. Aujourd'hui, clairement, non. Ce genre de sujet, on le traite. S'il y a une asso ou quelqu'un d'autre qui s'en empare, très bien, mais en tout cas, on ne l'attend pas pour nous mettre ce sujet sur la table et ensuite, effectivement, faire du contradictoire, faire intervenir tout le monde. Voilà. Et aussi, ce qui a rassuré certains collègues, parce qu'il y avait ceux qui étaient déjà en attente d'une ligne, mais il y a aussi ceux qui étaient un peu plus au frein, c'est que nous, en l'occurrence, il n'est pas question d'arrêter de traiter ce qui reste de l'information. Donc en fait, on continue de traiter de tout. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'il doit y avoir une petite lumière qui s'allume systématiquement, de dire comment on le traite et d'en discuter ensemble. Donc quel angle, quelles questions on pose aujourd'hui sur l'impact carbone d'un événement, un festival de musique, une course de voiture, des choses comme ça. Et quel format on lui donne aussi, parce que la réponse, ça peut parfois juste être décider de faire très peu, alors qu'avant, on aurait fait beaucoup plus. Enfin, voilà, c'est des choses qui se discutent à chaque fois. En fait, il n'y a pas de solution toute donnée. Cette charte, elle ne dit pas non plus vous avez tel problème, et ben la solution, c'est ça. Vous avez tel problème, la solution, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup de discussions entre collègues dans les rédactions. Et si les collègues sont un peu tout seuls, ou même au sein de leur rédaction, ils ne trouvent pas de solution, on a un canal Teams du réseau environnement où les collègues viennent poser des questions ou faire des suggestions, on en parle ensemble, on essaie de trouver des réponses. Et, voilà. Et donc clairement, depuis 1 an, il reste plein de chemin à parcourir, il faut rester hyper humble, mais depuis 1 an, on a vraiment beaucoup plus en quantité de sujets sur les questions climatiques et de biodiversité, qui ne sont pas du tout à négliger, mais aussi en qualité, quoi. Voilà, donc il y a encore des conneries, il y a encore quelques articles, quand on les voit apparaître, on en discute avec des collègues concernés, etc. Mais globalement, ça va vraiment, vraiment dans un bon sens. On est soutenu par la rédaction en chef et ça change tout. Voilà. Et en quantité, sur le sujet
transversaux aussi, c'est quelque chose que vous constatez depuis un an. Parce que c'est un point important, c'est quand on compte, souvent on a envie, parce que c'est la première étape de compter les sujets dédiés, mais sur les sujets transversaux aussi, vous constatez une augmentation. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'évoquer. Dans notre premier espèce de petit projet de 2019 avec quelques collègues sur un coin de table, nous on avait plutôt imaginé une page dédiée, enfin je parle print là, mais en tout cas une rubrique dédiée, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée. Et en fait, effectivement, les enjeux climatiques et la biodiversité, ils irriguent tous les pans de la société, et donc toutes les thématiques, donc économiques, agricoles, enfin quasiment tout, quoi. Et donc, on a quelques collègues qui sont vraiment spécialisés sur cette thématique-là, mais le but, c'était que tous les journalistes, les 630 journalistes de la rédaction, s'emparent de ces thématiques-là, qu'ils soient dans une toute petite ville où clairement ils traitent de tous les sujets, ou qu'ils soient dans une grande ville où on a quand même plus des collègues qui sont fléchés éco, agriculture ou choses comme ça. Donc voilà, donc il y a effectivement les sujets environnement pur et ceux qui questionnent cette problématique-là au travers d'autres thématiques. Alors l'objectif, c'est qu'au-delà du réseau environnement, j'espère qu'ensuite tout le monde aura été formé, je pense, ainsi que la rédaction en chef et tous les chefs de service, etc., d'ici la fin de l'année, mais ensuite qu'on puisse l'ouvrir aux autres. En attendant, on a cette charte, et notamment dans la boîte à outils, on a aussi des petites phrases, parce qu'en fait, quand le choix qui a été fait, c'était de ne pas faire un angle spécifiquement là-dessus, parce qu'on ne peut pas traiter non plus, quand nous, on a un gros événement sur notre territoire, on ne peut pas que traiter l'aspect environnemental. Il y a 1 million d'autres angles qui sont tout aussi légitimes de le traiter. Donc même sur les autres angles qui sont légitimes de traiter, qui sont une information, on reglisse quand même dans le corps du papier à un endroit une petite phrase qui recontextualise, qui redonne un ordre de grandeur, qui redonne le bilan carbone du secteur aérien chaque année dans le monde, qui redit le poids de la pollution de l'industrie textile, toutes ces choses-là. Voilà, donc l'idée c'est que si c'est pas langue principale, il y a au moins ça pour donner au lecteur les clés pour mieux comprendre les choses et les recontextualiser. Bon, c'est pas suffisant sûrement, mais bon, en tout cas c'est déjà ça. Un très bon point de départ et qui j'espère peut être inspirant aussi pour d'autres. C'est aussi le but de ces rencontres, c'est de mettre en avant ce genre d'initiative clairement. Gilles, au monde, je crois que ça fait longtemps qu'il y a eu aussi cette prise de conscience et cet effort de structuration autour de ces enjeux. Est-ce que vous pouvez nous en... Alors oui, c'est une longue histoire, mais la rubrique environnement, elle est apparue dans les années 70, donc on était en même temps que le Club de Rome. Mais c'était une personne qui traitait ça, et pendant très longtemps ça a été le cas. Le service environnement et sciences, donc un service qui porte vraiment la marque environnement, c'est le début des années 2000, et en 2008 on a fait le choix, alors un peu inverse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de créer une rubrique dédiée qui s'appelle Planète, qui est à la fois à la croisée des questions climatiques, des questions écologiques et d'environnement, et des questions des ressources et de l'exploitation des ressources. Et ça va bien au-delà, parce qu'on peut y parler aussi de démographie, on peut y parler d'aspects sociaux de cette mondialisation. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un espace où ces problématiques existent, parce que le problème de ne pas avoir de rubrique dédiée, c'est aussi la meilleure façon que ces sujets n'apparaissent pas et n'existent pas. Donc dans un premier temps, il y a eu cette volonté de donner de la place, et une place très en majesté, puisque la rubrique Planète, quand elle a été créée, occupait les pages 2-3 du journal papier, qui était encore majoritaire, il ne l'est plus aujourd'hui, mais qui était encore majoritaire. Donc être en pages 2 et 3 du Monde, je peux vous dire qu'au service international, ils ont fait un peu la grimace, parce que c'était quand même leur place habituelle. Il a encore fallu se battre pendant pas mal d'années, y compris jusqu'au début des années 2010, pour faire reconnaître que le débat sur le climato-scepticisme était du passé, le débat sur la réalité du changement climatique d'origine humaine était du passé, et y compris en interne, il y avait encore, au début des années 2010, des responsables éditoriaux qui considéraient que ce n'était pas quelque chose d'acquis. Donc il a fallu se battre. Le service Planète a été un peu le fer de lance de ce combat. Aujourd'hui, on est passé vraiment à un stade bien ultérieur, et le débat est vraiment relégué aux oubliettes. Pour autant, on est loin d'être au bout du compte, et bien évidemment. Et l'enjeu aujourd'hui qu'on a, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire une sorte de transversalité, c'est-à-dire que les sujets environnementaux, les sujets
climatiques, les sujets qui touchent à ce changement de modèle économique également, ne peuvent pas être cantonnés au service planète. Et effectivement, nous aussi, on s'est doté d'une charte, c'est bizarre, tous au même moment, presque, juste après celle que tu as co-créée. Et un des enjeux de cette charte, c'est d'affirmer que ces aspects-là doivent être traités partout. Ils doivent irriguer l'ensemble des contenus du journal, que ce soit la culture pour effectivement les événements culturels qui ont un impact fort, mais que ce soit notamment, c'est peut-être l'endroit c'est le plus important, le service économie. L'économie traite de la vie des entreprises. Dans la vie des entreprises, il y a des entreprises vertueuses, il y en a qui font du greenwashing et il y en a qui ont des bilans carbone absolument catastrophiques. Et donc l'idée, c'est qu'on ne doit effectivement pas se permettre de faire un article sans rappeler les conséquences environnementales ou climatiques que peuvent avoir ces activités. Alors, on ne le fait pas toujours très bien. J'ai encore relevé il y a 2 mois, 3 mois, d'ailleurs c'est même pas moi qui l'ai relevé, c'est un lecteur qui nous a écrit en nous disant c'est bien joli votre charte, mais là l'article qui est paru hier sur le développement de l'aéronautique en Inde qui est promis à décoller, c'est le cas de le dire, pour les prochaines décennies, vous ne parlez pas des conséquences climatiques. Et c'est vrai que ce papier était passé à travers les mailles du filet et il n'y avait pas le nécessaire bémol qui devait accompagner ce papier sur les conséquences que ça aurait et évidemment le fait que ça allait un peu à l'encontre des politiques que l'on promeut. Mais en tout cas, voilà, cette charte est un outil qui nous permet effectivement notamment d'imposer au sein de la rédaction que l'ensemble des thématiques soient irriguées par cette question de l'environnement, du climat et des ressources. Donc cette charte, alors nous on aurait très bien pu signer la charte que tu as lancée fin 2022, oui c'est ça. D'ailleurs, tout ce que vous y dites, on le retrouve d'une certaine façon ou autrement dit dans notre charte. Alors, la différence effectivement, c'est que comme Ouest France, on préfère se fixer nos objectifs, les partager avec nos lecteurs. Et ça permet aussi d'être un peu plus précis, parce que forcément, ce n'est pas une critique, hein, mais une charte qui rassemble des dizaines de médias, elle est forcément un peu généraliste, qu'il faut faire des principes qui conviennent à tout le monde. Donc nous, on s'est permis de prendre des engagements un tout petit peu plus précis, par exemple, de faire disparaître progressivement, alors on dit progressivement, hein, donc ce n'est pas du jour au lendemain, les publicités qui émanent des secteurs basés sur l'utilisation des énergies fossiles. Voilà, qui sont aujourd'hui encore parmi nos annonceurs, ce n'est pas les seuls, mais parmi nos annonceurs. On a pris des mesures concrètes aussi sur la vie de la rédaction, notamment le fait de ne plus utiliser l'avion pour faire des reportages qui peuvent se faire en train à moins de, alors je ne sais plus, c'est 3 ou 4 heures, mais enfin bon, voilà, tout ce qui peut se faire, on va dire, jusqu'à 4 heures de train, on ne prend pas l'avion, et on essaye, dans la mesure du possible, de le faire, de prendre également le train pour, quand c'est possible, pour des reportages un peu plus lointains. On utilise nos correspondants régionaux et internationaux pour éviter d'envoyer systématiquement un envoyé spécial qui va se rendre sur place alors qu'on a déjà quelqu'un qui peut faire l'article. Ça ne nous empêche pas d'envoyer des gens à travers le monde pour faire notre boulot de médias. Et on ne va pas s'arrêter. Hein. Quand il y a un conflit en Ukraine ou en Israël, on va y aller et on va envoyer des gens. Et si il faut partir de l'autre côté de la planète pour traiter un sujet d'actualité, on le fera. Ça fait partie de notre mission. Et on ne va pas le faire voyager en bateau. On n'est pas non plus... voilà, il y a un principe de réalité. Donc voilà, donc tout ça, c'est aussi des compromis. Donc voilà, donc il y a cette charte d'éthique et de déontologie, charte climat et environnement. On a aussi une charte d'éthique et de déontologie, mais ça c'est autre chose. Et puis on a publié il y a maintenant 2 mois notre bilan carbone. Alors c'est notre 2e bilan carbone. On en avait fait un en 2019, on vient d'en faire un en 2022, dont on a publié les résultats il y a quelques semaines. On s'est engagé à en faire un autre dans 2 ans. Et il sera également publié, donc on partage ces résultats. Ça nous permet à la fois d'avoir une vision sur notre propre empreinte carbone, mais aussi sur celle de nos lecteurs et lectrices. Parce que la grande surprise de ce bilan carbone, ça a été d'apprendre, parce qu'on ne le savait pas franchement, que dans notre bilan carbone global, hein, vraiment pris globalement, 38% exactement de ce bilan carbone, c'est l'usage des terminaux par les lecteurs et lectrices. Alors, il ne s'agit pas du tout de leur renvoyer la balle et de dire c'est pas notre faute, c'est leur faute, mais il s'agira à l'avenir de progresser ensemble. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a une trajectoire qui aille vers la diminution de notre empreinte carbone, mais aussi inciter nos lecteurs à faire de même avec leurs propres terminaux et leurs propres usages. Et par exemple, on apprend aussi que les fameux data centers, finalement, dans le bilan carbone d'une entreprise comme la nôtre, ça existe, mais c'est 2%, ce n'est pas le truc qui est le plus impactant. Ce n'est pas pour ça qu'il faut pas s'en occuper. On va passer, nous, à des data centers qui fonctionnent aux énergies renouvelables dans les années qui viennent. Et puis on apprend, mais ça, ce n'est pas vraiment une surprise, enfin, on a la confirmation que le numérique est moins gourmand que le papier, mais pas tant que ça. Il est quand même, évidemment, il a un impact qui n'est pas négligeable. Donc le passage, la transition numérique que l'on vit tous vers du papier pour la presse écrite vers le numérique,
Elle permet de diminuer mécaniquement notre bilan carbone, mais elle développe aussi des nouveaux impacts qui n'existaient pas par le passé. Donc voilà, c'est toute une panoplie, on va dire, qui va de la charte climat-environnement au bilan carbone, mais en passant surtout par nos pratiques éditoriales et par le fait que on traque le greenwashing, l'éco-blanchiment, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant. Et ça veut dire aussi développer l'expertise de la rédaction, parce que, et j'en termine là-dessus, un des grands points qui est revenu, on a fait ce qu'on appelle un comité de rédaction, c'est-à-dire une réunion de la rédaction pour parler de ces sujets-là il y a quelques mois. Et un des grands points qui est revenu, c'est que les journalistes souvent ne savent pas où trouver des experts pour, par exemple, décortiquer une annonce publique ou une annonce d'une entreprise qui dit on va faire ça. Et donc, une des idées, c'est de développer, on va dire, un réseau commun d'experts dans lequel des journalistes économiques, par exemple, ou d'autres secteurs, mais notamment des journalistes du service économie, puissent puiser quand EDF annonce telle inflexion de leur thématique, de leur politique, pour aller expertiser cette inflexion et voir quelles seront ses conséquences en termes d'émissions, en termes de bilan carbone, en termes d'environnement. Merci beaucoup. Un des angles que j'aime beaucoup du Monde, c'est le travail des décodeurs, qui vient faire un travail différent aussi pour mettre en lumière, en l'occurrence par des chiffres, vraiment c'est ma faute, pour mettre avec des chiffres un certain nombre de choses, avec des graphiques, avec des contenus très animés, sur la production d'informations. Et je vais passer la parole à Christelle Chiroux. Qu'est-ce que ça a changé justement d'avoir un peu ce rôle de pédagogue aussi avec l'information scientifique, avec l'urgence climatique? Qu'est-ce qui a changé en interne chez TF1 pour venir traiter l'information sous toutes ses coutures sur le sujet? Alors donc moi je suis directrice adjointe de l'information. Je crois, oui. Oui, c'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Donc je suis en charge de tous les sujets. Non, on ne m'entend pas. 1, 2, 1, 2. Ah, peut-être qu'il faut. Et là, oui, très bien. Oui, au niveau de l'information, alors nous, on n'a pas créé une nouvelle charte, on a déjà notre charte déontologique, éthique, etc. Mais nous avons lancé pour le groupe TF1 une feuille de route environnement en 2022. Ça voulait dire quoi cette feuille de route? Ça voulait dire que nous allions lancer un plan de formation parce que je pense que c'était indispensable pour nos rédactions de monter en compétence sur ces sujets-là, puisque, comme vous l'avez toutes et tous dit, il y a eu quand même cette bascule de 2022 avec ces incendies, notamment en Gironde et dans les Landes, qui ont permis, je pense, aux Français de prendre conscience de ce dérèglement climatique. Ce qui n'était peut-être pas vraiment le cas avant. Il y avait quand même un déni sur ces sujets-là, même si, par exemple, dans les programmes d'information, nous traitions ces sujets-là. Alors peut-être qu'ils étaient moins visibles parce que vous étiez moins sensible aux sujets qu'on pouvait traiter sur le dérèglement climatique ou l'environnement, mais on a vraiment senti la bascule. Et il y avait la célèbre phrase de Jacques Chirac qui disait « La maison brûle et on regarde ailleurs ». Je pense qu'en 2022, on ne regardait plus ailleurs parce que la maison, elle brûlait et c'était la nôtre. Donc là, c'était vraiment du concret. Donc je pense qu'il y a eu cette prise de conscience et cette bascule, d'où la charte qui a été mise en place et les médias qui se sont aussi réveillés, même si, encore une fois, ces sujets-là, nous les traitions. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément une appétence pour tous ces sujets-là, et nous, on pouvait le remarquer, même en termes d'audience, par exemple. Ce n'étaient pas des sujets qui avaient un grand intérêt auprès du public, et nous, on a un large public à TF1, et avec toute la société, donc on s'adresse au plus grand nombre, et on voyait bien que ce n'était pas forcément les sujets, même si aujourd'hui, ils arrivent dans les sujets de préoccupation des Français dans le top 3, comme tu le disais, Valérie, ce n'était pas leur préoccupation principale, même si ça reste encore aujourd'hui, évidemment, leur pouvoir d'achat. Mais voilà, en 2022, on a donc lancé cette première feuille de route. Cette feuille de route, elle consistait donc à former nos rédactions et nos journalistes. Donc on a démarré par un programme de formation pour l'ensemble des managers, des directeurs de l'information, des rédacteurs en chef, des présentateurs. On avait déjà mis en place depuis 2019 des fresques du climat. J'imagine que vous avez tous entendu parler des fresques du climat. Donc ça, c'était un atelier qu'on proposait aux rédactions et que la plupart des journalistes avaient pu suivre, et l'ensemble des collaborateurs du groupe TF1. Et ensuite, on a mis en place un programme beaucoup plus costaud avec l'organisme Imagine 2050 pour travailler sur le journalisme de solutions, avec une spécialiste du journalisme des solutions qui s'appelle Sophie Roland. Et donc, c'est une journée complète de formation pour qu'on ait tous le même niveau, en tout cas, de compétences sur ces sujets-là. Et depuis 2 ans,
puisqu'on aura formé à peu près l'ensemble de nos rédactions du groupe, hein, TF1 LCI, TF1 Info, d'ici fin 2024. Bon, qu'on ait tous le même socle de compétences, et on le voit au fur et à mesure des formations, il y a une montée en compétences et on fait évoluer notre formation. Donc ça veut bien dire que les journalistes se renseignent, travaillent sur ces sujets-là et qu'ils montent en compétences sur ces sujets-là parce qu'on les traite de plus en plus souvent dans nos journaux. Pour la feuille de route, on a aussi lancé un baromètre parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de compter à un moment. On le fait également pour la diversité et notamment avec la présence des expertes. Vous en entendez certainement parler, qu'il n'y avait pas assez d'expertes dans les programmes d'information. Donc à partir du moment où on met des indicateurs, qu'ils soient quanti ou quali, eh bien on voit la progression, parce que le ressenti entre la réalité et le ressenti, il y a vraiment un gap assez grand. Donc sur les sujets environnement, pour vous donner une idée, en 2020, on traitait à peu près 500 sujets au global sur l'environnement dans les programmes d'info, donc dans les journaux télévisés. En 2022, on est passé à près de 900 sujets. Et en 2023, on est monté à 42% supplémentaires, on était à près de plus de 1200 sujets. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une progression du traitement de ce sujet-là dans les programmes d'info, avec beaucoup de pédagogie pour ce qui nous concerne, beaucoup d'analyse, de l'expertise. La feuille de route nous a permis aussi de mettre en place, alors tu parlais des experts, on a créé un comité d'experts. Donc en 2022, on a sélectionné 10 experts et pas simplement des climatologues, parce que les climatologues, aujourd'hui, les journalistes les ont dans leur carnet d'adresse, ils les connaissent. Donc on a essayé d'avoir une approche systémique, parce que le dérèglement climatique, c'est l'économie, c'est la politique, c'est les sujets sociétaux. Donc on a voulu aller chercher des experts dans tous ces domaines-là. Donc ces experts, ils viennent régulièrement à TF1, on a des ateliers, ils ont chacun un référent qui est un journaliste, donc qui permet de se nourrir évidemment de l'expertise de chaque scientifique ou chercheur, ou même il y a des personnes qui sont dans la société civile, de se nourrir de leur expérience. Ils peuvent intervenir dans les sujets lorsqu'on a besoin d'un expert, parce qu'on s'est rendu compte à travers aussi une étude que nous avions menée sur ces sujets-là auprès de notre public qu'il y avait des attentes. Et il y avait des attentes sur de l'expertise. Donc ces experts interviennent également dans les différents sujets des journaux télévisés ou sur des plateaux si nous en avons besoin, par exemple sur la chaîne info ou pour des papiers pour le web. Et ils ont un référent qui peut aussi les guider vers d'autres journalistes. Nous n'avons pas décidé d'avoir une cellule dédiée, même si le spécialiste environnement, comme au Monde, il existe depuis très très longtemps. Moi, j'ai toujours connu le spécialiste environnement chez TF1, mais aujourd'hui, on a voulu que ça irrigue dans tous les services, que ce soit la politique, que ce soit la société, que ce soit l'économie, ou même que ce soit les infogénés, ce qu'on appelle les infogénés, le news, lorsqu'il y a des incendies, des tempêtes ou des tsunamis, etc., que sais-je. Aujourd'hui, il y a un prisme dérèglement climatique qui vient s'ajouter. Donc ça, les journalistes en ont bien pris conscience et on n'a pas du coup de service dédié, même si on a toujours des journalistes spécialisés environnement. Mais ça ne constitue pas une cellule. Certains médias ont choisi d'avoir vraiment une cellule dédiée. Nous, on veut que ça irrigue dans tous les services et ça fonctionne plutôt bien. Donc je vous le disais, les journalistes seront formés pratiquement à 100% d'ici fin 2024. On va voir si on poursuit, parce que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut poursuivre. Donc on a mis en place ces baromètres. On a décidé aussi d'estampiller au moins un sujet dans chaque JT avec le label Notre Planète. Mais ça ne veut pas dire que vous allez regarder un journal télévisé et que vous allez voir un seul sujet. Il peut y avoir 2, 3 sujets. Mais on voulait donner de la visibilité aussi pour nos téléspectateurs et pour le public sur ces sujets-là. Vraiment de mettre l'accent sur les sujets dédiés à l'environnement. Donc il y a une montée en puissance de ces sujets-là. Au-delà de ça, sur les indicateurs quali et quanti, on a également signé le contrat climat. Avec la loi climat et résilience, on a signé le contrat climat comme d'autres médias à l'été 2022 avec le ministère de la Transition écologique. Donc il y a des engagements à travers ce contrat climat, à la fois sur nos contenus, sur la publicité responsable,
sur également l'engagement du groupe, puisqu'on s'engage, on a aussi un bilan carbone. Je crois que nous, le premier bilan carbone, il date de 2007 à TF1. On avait déjà une direction RSE dans les années 2000. Début 2000, on avait déjà ça ne s'appelait pas la RSE à ce moment-là, mais il y avait déjà une direction RSE. Donc on a des objectifs de réduction de notre empreinte carbone dans le groupe de 30% d'ici 2030. On a également mis en place, comme tu le disais, sur les déplacements professionnels pour les journalistes, le train, bien sûr en priorité lorsque c'est possible. On ne s'interdira pas non plus d'aller sur les conflits, et si on doit prendre l'avion parce qu'il y a une catastrophe à l'autre bout du monde, on ne s'interdira jamais de prendre l'avion parce que c'est l'essence même de notre métier, de notre mission d'y aller. Mais voilà, on a tout notre parc de voitures de reportage qui est hybride. Donc on n'a plus du tout de voitures au diesel, enfin avec du gasoil, de l'essence, c'est vraiment voiture électrique pratiquement. Donc on met des choses en place, on a même des panneaux solaires aujourd'hui qui nous permettent d'alimenter nos voitures de reportage sur le toit du groupe, sur la tour de TF1. Donc voilà, on met pas mal de choses en place, que ce soit en interne ou en visibilité pour le public. Et concernant l'information, on a aussi dédié des formats spécifiques. Là, je sais qu'aux Assises, aujourd'hui, il y a Yannick Kézard qui est notre référent innovation à TF1 et qui nous permet de produire des sujets qui sont assez longs, puisque les sujets sur la transition écologique ou sur le dérèglement climatique, généralement, dans un journal télévisé, ce sont des sujets longs. Donc si on comptait en temps, le nombre de sujets augmenterait, enfin on aurait beaucoup plus de temps consacré à ce sujet-là que beaucoup d'autres sujets. Donc on a aussi un baromètre qui nous permet de savoir en temps combien ces sujets-là font. Mais les sujets de Yanni, par exemple, ce sont des sujets très pédagogiques. Il a fait un sujet sur les origines du réchauffement climatique où il va utiliser l'innovation au service de ces sujets-là pour, par exemple, remonter dans le temps sur les origines et voir quelles sont les causes jusqu'aux conséquences aujourd'hui. Et c'est des sujets, ils vont passer une fois dans un journal, ils nous coûtent très cher à fabriquer, puisqu'on travaille dans un studio volumétrique où il y a 32 caméras en immersion, donc ça a un coût. Ça prend énormément de temps parce qu'il y a un gros travail d'infographie également, de 3D ou de réalité augmentée. Donc on ne peut pas en faire tous les jours. Mais un sujet comme celui-ci, qui a été diffusé à l'occasion de la COP28, qui durait presque 7 minutes, il a un impact, mais 50 fois plus important que si on faisait 50 sujets. Ça devient un outil pédagogique. En fait, ce sujet-là, il fait le tour des réseaux sociaux, il est vu par 6 millions de téléspectateurs dans le journal, mais il va faire son chemin. On le projette dans les écoles, c'est un outil pédagogique pour l'éducation nationale. Les télés étrangères sont venues nous voir pour savoir avec qui on avait travaillé, de quelle manière. Parce que l'impact d'un sujet comme celui-ci, encore une fois, il est très très fort. Donc l'idée, c'est pas non plus parfois de faire 50 000 sujets sur le dérèglement où finalement le téléspectateur va peut-être pas retenir grand-chose, mais il en suffit d'un, mais qui soit bien fait, avec de l'innovation, avec de la pédagogie, pour qu'il retienne l'attention du téléspectateur. Et je pense que là, on contribue en tout cas à faire notre travail et à participer à ce que le public prenne conscience qu'il faut agir et qu'il faut agir vite. Donc des sujets comme celui-ci, il est en train d'en faire un nouveau, il en fait régulièrement, on en fait pas mal pour effectivement, à l'occasion de la COP, on avait fait toute une série à l'occasion de la COP 27, de la COP 28. Donc voilà, je dirais que ce n'est pas la quantité parfois qui compte, mais c'est plutôt la qualité et l'impact que le sujet peut avoir. Donc pour nous, ça c'est très très important de se dire, on met le paquet sur un sujet comme celui-ci, mais on sait que l'impact, il va être très très fort auprès du public. Donc voilà ce que nous mettons en place, et le contrat climat que nous avons signé avec le ministère de l'écologie, pour vous dire que nous sommes quand même contrôlés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça et qu'il ne se passe rien derrière. Nous avons l'autorité de la régulation qui s'appelle l'ARCOM, qui regarde si on a répondu à tous les engagements. Donc ils vont sortir, je pense, l'ARCOM, leur premier rapport. Donc c'est vraiment l'autorité de régulation pour l'audiovisuel. Et donc nous avons des contraintes, nous répondons à une réglementation. Donc on ne fait pas ça comme ça, sans rien. Donc quand on signe un contrat climat, il y a un vrai engagement de la part des groupes de l'audiovisuel, et pas que TF1, des autres médias également, privés ou publics. Et derrière, il y a l'ARCOM qui va regarder si on tient vraiment nos engagements. On a lancé la deuxième feuille de route, on a fait le bilan de la première feuille de route et on a élargi à l'occasion de la deuxième feuille de route l'automne dernier notre comité d'experts. Donc on a augmenté de 5 experts, on doit être à 16 experts aujourd'hui dans le comité.
On a renforcé, on va continuer certainement le plan de formation. On a pas mal d'autres fresques aujourd'hui, la fresque du numérique, la fresque de la publicité aussi, qui viennent éduquer tous les collaborateurs sur tous les sujets. Donc voilà, le groupe est bien en marche sur ces sujets-là. Après, on peut toujours, encore une fois, comme tu le disais, dans un papier, on peut toujours voir quelque chose on va se dire, oh là, on n'a pas été très bon, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir de la dissonance cognitive, mais dans un journal télévisé, on ne va pas non plus traiter que le dérèglement climatique. On est là pour traiter l'information de façon quand même générale. Donc on ne va pas faire un sujet 100% transition écologique ou dérèglement climatique, ce n'est pas notre rôle. Il y a des médias qui le font très bien. Donc ceux qui veulent trouver cette information-là vont la trouver parce qu'il y a des médias qui existent et qui le font très bien. Nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment d'informer les Français, de les sensibiliser, pas de les éduquer, mais en tout cas de leur donner des informations de façon factuelle, de l'information qui est vérifiée, qui est rigoureuse. C'est pas non plus l'information des réseaux sociaux qui vont venir trouver chez nous. Et notre rôle, c'est bien de participer effectivement à cette prise de conscience de cette urgence climatique, sans culpabiliser notre public et sans lui donner des leçons, mais bien en faisant notre métier de journaliste de façon la plus objective possible. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 45 minutes. Je m'étais engagé à vous laisser du temps dans la salle pour poser vos propres questions. Moi, j'en ai, sinon. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions pour notre panel ? Merci. Je voulais remettre un petit peu les pieds dans le plat, désolé d'avance. Alors je ne suis pas du tout de la profession ni du milieu, donc vous m'excuserez par avance si j'emploie des termes qui ne sont pas forcément précis ou rigoureux. Moi je voudrais revenir sur la relation entre couverture de l'urgence climatique et liberté de la presse ou liberté d'expression. Pour plusieurs raisons. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de raconter des récits. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental. Vous avez parlé de pluralisme par rapport à la question de donner de la data, de donner du fait. Ça, c'est vrai qu'effectivement, ça progresse d'une manière générale. Mais sur la question de raconter des récits, aujourd'hui, on constate qu'en fait, les récits... Alors, je vais prendre votre exemple. Les spots de l'ADEME en novembre dernier, crime de lèse-majesté, hein, ça a été un lynchage public de l'ADEME hallucinant, mais très, très révélateur. Si je reprends les exemples qui ont été un petit peu exposés par Madame Debove, des couvertures d'autres récits comme la gestion de l'eau dans le cadre des méga-bassines ou d'un projet anachronique de la 69 actuellement, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que des petits médias indépendants qui couvrent l'autre récit. Hein, on va parler de raconter une autre histoire. Et je reviens aussi sur cette question de répression, parce que Michel Forst a sorti 2 rapports, coup sur coup, un spécifique à la 69, mais un autre plus général sur l'état de la protection des défenseurs de l'environnement en Europe et en France en particulier. Et les 2 rapports alertent très sérieusement sur les atteintes à la liberté de la presse qui sont constatées depuis 2-3 ans et qui sont en montée en flèche. Moi, je m'interroge en tant que lecteur, en tant que quelqu'un qui va essayer de grappiller des infos sur différents médias pour me faire une idée. Est-ce qu'aujourd'hui, la couverture de l'urgence climatique, c'est uniquement un marqueur de la liberté d'expression ou de la liberté de la presse? Excusez-moi, je ne connais pas le côté formel ou juridique de ce qu'on met derrière liberté de la presse. Mais où est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est une menace également directe pour la liberté d'expression, la liberté de la presse? Je reprends votre exemple de la journaliste de France 3 Occitanie. Je vois qu'il y a des changements aussi dans le milieu de la presse avec des rachats. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, il y a des gros rachats qui recentralisent un peu l'information sur des régions. On a des actions de pression. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, la couverture de l'urgence climatique est une menace pour la liberté de la presse et la liberté d'expression? Enfin, dans sa manière de le traiter. Hein. Oui, juste un petit point. Donc, pour ceux qui l'ignoreraient, les spots de l'ADEME qui sont sortis au mois de novembre dernier portaient justement sur le dévendeur. Donc, qui vous incitait à vous poser les bonnes questions avant d'acheter. Et l'un des spots, qui était le spot dit Polo,
a fait l'objet d'une polémique assez forte. Mais là où c'était intéressant, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, même si mon service était avec ma direction bien sous les feux de la rampe. Ça a généré 448 retombées presse. Ça a généré sur les réseaux sociaux un nombre de prises de parole extrêmement importantes et dont la majorité était essentiellement positive. Je trouve que c'est intéressant parce que cela montre aussi que ce type de prise de parole permet de générer du débat. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'un des rôles des médias, c'est justement de pouvoir accompagner aussi ces débats, de pouvoir les faire. Il y a des récits différents, peut-être, mais il y a besoin de débattre. Or, je pense qu'on manque aujourd'hui de lieux de débat, comme on a pu en avoir. Donc là-dessus, je ne partageais pas complètement le fait qu'il y avait eu il y a eu cette polémique, ça je suis tout à fait d'accord, et elle a duré pendant plusieurs semaines, puisqu'elle a duré près de 2 mois. Mais néanmoins, elle a permis au moins de poser le sujet sur la table. Et quand on voit que le mouvement Impact France, qui est un syndicat patronal, durant cette polémique, va prendre fait et cause en disant que nous avons raison, quand je vois que le journaliste des Échos, M. Vittorini, dit à court terme, l'ADEME a peut-être tort, mais à long terme, elle a raison, je trouve qu'il pose véritablement le débat sur la table. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. Mais ça met en exergue un deuxième point dont on n'a pas parlé parce que ce n'est pas l'objet. C'est la question de la place de la publicité dans le financement des médias. Et à partir de ce moment-là, cette question de la publicité et du greenwashing et du nombre de publicités auxquelles nous sommes tous confrontés, les chiffres, ils varient. Il y en a qui disent que ça peut être jusqu'à 10 000 touchpoints, selon que vous regardiez uniquement les spots publicitaires ou, vous savez, les petites marques qu'il y a sur vos chaussures, vos pullovers, etc. Je trouve que ça aussi, ça nécessite qu'on repose cette question-là, parce que parfois, c'est clair qu'il y a eu plein de choses et qu'il y a plein de choses fantastiques qui se font, mais qu'il y a cette dissonance cognitive qui peut aussi être générée par les messages publicitaires qui sont envoyés derrière ces mêmes journaux d'information. Et je trouve que ça aussi, ça fait partie des questions de fond qu'il faut se poser. Je pense que Gilles l'a très bien dit aussi, cette réflexion sur quels annonceurs, qu'est-ce que j'accepte, jusqu'où je suis capable d'aller ou pas pour que mon modèle économique poursuive. La question également, pour certains titres, pour survivre, qui font de plus en plus d'événementiel avec un certain nombre de partenaires. Quel partenaire ou pas, j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être dans cette transversalité-là aussi qu'il faut poser les questions. Mais je laisse Laurie répondre. Oui, effectivement, c'est une excellente question parce qu'on n'a pas beaucoup parlé aussi du modèle économique des médias. Et là, on parle de la publicité. C'est un point très important. Je vais prendre un cas qui est bien connu au sein de la profession. C'est le cas de The Guardian, qui est un énorme journal britannique. Lui, son modèle de financement, c'est qu'il est géré par une fondation dont le but premier est d'assurer la pérennité et la liberté éditoriale de The Guardian. Pour mener cette mission à bien, ils n'ont pas hésité à vendre d'autres médias qui marchaient pourtant très bien, notamment un média américain spécialisé dans l'automobile, où ils l'ont vendu pour pouvoir réinjecter des sous pour The Guardian. Et ça a permis à The Guardian de faire le choix et d'assumer ce choix, de se passer dès maintenant et complètement, et ils ont lancé ça en 2019 si ma mémoire est bonne, de se passer totalement de la publicité venant du secteur des énergies fossiles. Donc ça, c'est un très bel exemple de réussite. Le problème qu'on a en France et dans le monde actuellement, c'est la concentration des médias, vous l'évoquez, aux mains de quelques personnes fortunées. Je ne sais pas si Jean, tu as la petite carte du Monde Diplo qui est formidable avec Acrimed, ils font ça chaque année. C'est vraiment super parlant. Il faut savoir qu'en France, il y a 11 milliardaires qui détiennent 80% de la presse quotidienne. Ça fait 60% de la part d'audience en télévision et la moitié des audiences de radio. Cette propriété, elle a un impact qui est l'ingérence parfois des propriétaires dans les choix ou dans les sujets qui sont faits par les équipes de rédaction. Et là, je vais citer un scandale tout récent, c'était La Provence, qui appartient au groupe CMA-CGM, qui est un gros groupe de fret maritime. En fait, il y a le directeur de la rédaction, Aurélien Viers, qui a été mis à pied
pour une sur la venue d'Emmanuel Macron et de Darmanin à Marseille sur le narcotrafic. Apparemment, ils n'ont pas trop aimé le titre de la une qui était jugé trop ambigu. Et en fait, à qui appartient ce groupe? C'est Rodolphe Sadé, qui est un milliardaire franco-libanais, qui est la 5e fortune de France, qui vient d'investir pour 39 milliards d'euros. Il a acheté Corse Matin. Il a 10% de M6 et vient d'investir avec Xavier Niel 40 millions d'euros dans Brut. Il a mis à pied Aurélien, mais il y a la Société des journalistes qui a fait une fronde, qui a obtenu le retour en grâce du directeur de la rédaction. Et ça, en fait, on voit à quel point ça pose un problème. Parce que ces milliardaires, s'ils rachètent des médias qui vont mal économiquement alors que ce sont des hommes d'affaires, c'est pas par philanthropie, c'est vraiment pour contrôler le récit dont parlait Valérie sur la justification et la pérennité de leurs activités extractives ailleurs. Et on l'a beaucoup vu parce qu'il est très souvent cité, donc je ne vais pas m'étendre sur lui, Bolloré avec Canal. Là, il vient d'attaquer en justice Jean-Baptiste Rivoire, qui est un de ses anciens journalistes, pour avoir brisé une clause de confidentialité qu'il avait signée avec son départ. Il lui demande 150 000 €. Donc en fait, on en est là quand même, quand on est journaliste en France et qu'on a eu le malheur de passer par un média qui est détenu par un milliardaire. Peut-être que demain, pour un papier que notre ancien patron ne va pas trop aimer, on va nous demander 150 000 € de dommages et intérêts. Donc si, c'est vraiment une question. Et sur la A69, on l'a particulièrement vu au sein de la presse locale avec la Dépêche du Midi qui a fait des unes dithyrambiques sur le projet de A69 avec des absences de fact-checking qui étaient assez graves, notamment quand la CCI du Tarn, elle a dit qu'il y avait une tribune qui était signée par 500 entrepreneurs en soutien de la A69. Moi, je les ai appelés, les entrepreneurs. Au bout de 30, j'ai arrêté parce qu'en fait, la plupart, ils n'avaient même pas signé la tribune, ils n'avaient juste pas répondu à un email. Et la CCI avait considéré qu'une absence de réponse égalait une signature dans la tribune. Donc, en fait, vraiment, ça m'a pris 30 coups de fil, quoi. Donc, je me suis dit, bon, là, il y a un souci. Et la Dépêche du Midi, quand on creuse à qui elle appartenait à petite part, il y a encore quelques années, au groupe Pierre Fabre, qui est aussi un groupe qui, là, ça vient de sortir tout récemment, non seulement voulait cette autoroute dès les années 2005 par le fondateur Pierre Fabre, qui est décédé depuis, mais qui est aussi un actionnaire minoritaire de la A69. Donc voilà, ça pose problème, en fait, ces questions environnementales. Alors sur la question de la propriété des médias, on pourra en faire une table ronde qui durera 2 heures, donc je ne vais pas trop me lancer là, mais tu as tout à fait raison. Nous-mêmes, on en a un bon exemple, puisqu'au groupe Le Monde, on est la propriété de Xavier Niel et de Mathieu Pigasse, qui sont 2 hommes d'affaires qui nous ont rachetés en 2010. Ceci dit, on est aussi un contre-exemple, puisqu'on a mis en place une charte d'éthique et de déontologie qui donne des verrous absolument infranchissables, et ce qui fait que nos actionnaires n'ont aucun droit de regard sur nos contenus éditoriaux. Et jusqu'à preuve du contraire, en termes d'urgence climatique et d'environnement, on est plutôt proactif que freiné. Donc il existe, malheureusement le cadre réglementaire et législatif le rend pas systématique, mais il existe des moyens d'assurer l'indépendance éditoriale des rédactions. Mais bon, on ne va pas se lancer là-dedans maintenant, si on en a pour 2 heures. Pour répondre à votre question, vous parliez du lien entre urgence climatique et liberté d'expression. Est-ce que l'urgence climatique est une menace sur les libertés d'expression? Non, je ne pense pas. Est-ce que la liberté d'expression menace la prise de conscience? Elle peut la freiner, bien sûr. En même temps, je veux dire, sur l'A69 et Sainte-Soline, vous parliez de ces 2 éléments-là, il n'y a pas que les petits médias. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un petit média, mais le groupe Le Monde, enfin Le Monde en l'occurrence, a couvert largement ces mobilisations. Et on peut le dire avec une forme de sympathie pour la mobilisation, ça transparaissait quand même dans les papiers, les éditoriaux, mais il y a des médias qui couvrent et qui sont présents sur ces mobilisations. Par ailleurs, que la police nous déblaye pas le terrain pour aller couvrir ces manifestations, on s'en étonnera pas tellement, mais le travail du journaliste, c'est justement de passer par la fenêtre quand on vous ferme la porte. Donc voilà, on est quand même dans un pays où la liberté de la presse, il y a des sujets qui méritent mobilisation et il faut une grande vigilance, mais on est quand même dans un pays où il y a une pluralité des opinions qu'on trouve dans les médias. Si vous voulez un média d'extrême gauche, vous en trouvez. Si vous voulez un média d'extrême droite, vous en trouvez. Si vous voulez un média centriste, vous en trouvez. Voilà, la pluralité des opinions, je crois qu'elle existe sur
sur le numérique, elle existe dans les médias, et les citoyens et les citoyennes ont moyen de trouver des médias qui correspondent à ce qu'ils recherchent, et en tout cas aux lignes éditoriales qu'ils recherchent. Merci. Je veux bien revenir sur la publicité. Rappeler que Ouest France, nous, on appartient à une association, donc on a la chance de ne pas avoir ces problèmes d'actionnaires non plus. Une asso à but non lucratif pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, et ce depuis les années 90. Dans la charte, il y a un point, ça a été un vrai sujet, la question de la publicité. C'est pas simple, et même le Guardian, qui effectivement montre en exemple, donc nous, on a beaucoup parlé dans les réunions de création de la charte, ils ont interdit les plus gros pollueurs, mais par exemple, pas les publicités pour des SUV. Enfin, voilà, mais parce qu'eux aussi, il faut qu'ils trouvent un modèle économique qui leur permette de vivre. Et nous, on s'est heurté à quelque chose de très factuel, c'est qu'à l'heure actuelle, d'autant plus l'an dernier, il y a le prix du papier qui a été multiplié par 2, je crois. On était à 800 ou 900 € la tonne à un moment donné, au lieu de 200 ou 300, je crois. Clairement, nous, en l'État, à Ouest France, il y a 30 centimes du journal qui sont payés par la publicité. C'est-à-dire que si on n'avait pas de publicité à l'intérieur, le journal coûterait 30 centimes de plus. Voilà, donc c'est un fait. Alors évidemment, nous, on s'est posé la question. Il y a beaucoup de membres du réseau environnement qui auraient aimé qu'on aille plus loin. Le point de la charte, quand on parle, en fait, il dit que Ouest France refuse les contenus d'annonceurs dont les messages ne seraient pas conformes à ses engagements, en l'occurrence ceux de la charte. Donc ils ne répondraient pas à ces valeurs ou qu'il y aurait des messages publicitaires mensongers. Alors cette pub n'est pas passée chez nous, du coup, mais dans quelques médias... je ne sais plus quel était le discours exact, mais je crois que c'était Total Energy qui avait dit en gros que le GIEC n'avait pas vraiment dit qu'il fallait arrêter tout investissement dans les énergies fossiles, et il trouvait un biais un peu pour s'infiltrer là-dedans. Voilà, donc nous, ce genre de message publicitaire fallacieux, clairement, on le publie pas. Maintenant, clairement, on n'interdit pas Total de faire de la publicité chez nous, parce que malheureusement, le modèle économique actuel fait qu'on en a besoin. Mais ça a vraiment fait débat dans la rédaction, et effectivement, c'est une question qu'il faut se poser, qu'il faudra de plus en plus se poser. En tout cas, nous, on se dit qu'avec cette charte, c'est un premier petit pas qu'on a mis dans la porte, une réflexion qui s'est ouverte, et on verra dans les prochaines années comment elle évolue. Pour apporter un point de vue éditeur à effectivement des débats qui sont très vastes et loin du sujet de cette table ronde, mais néanmoins, parce que j'ai entendu quelque chose sur lequel je veux réagir. Sur la concentration et au risque du paradoxe, on a un des secteurs de la presse peut-être les moins concentrés en Europe, en France, c'est ça la réalité. Donc la statistique que vous citiez sur les 80% concentrés dans les milliardaires, je pense que c'est pas la presse quotidienne, c'est la presse quotidienne nationale. Donc on nommait la PQR, si on rajoute la PQR, c'est pas du tout la même chose. De la même façon, cette carte, il y a par exemple tous les petits titres indépendants de presse hebdomadaire régionale sont absents. Donc c'est sûr, quand on sélectionne l'info, on arrive au résultat qu'on veut démontrer. Comparer simplement la taille des grands groupes de presse en France à leurs homologues étrangers. En France, les plus gros, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez en Suisse, Ringier, sur la Suisse romande, on ne parle pas d'un gros territoire, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Springer en Allemagne, c'est 4 milliards. News Corp, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires. En Italie, les groupes principaux, c'est aux alentours de 3-4 milliards de chiffre d'affaires. On a un secteur qui est extrêmement éclaté et peu concentré en France. Et c'est un des problèmes, parce que quand vous voulez aller négocier avec des grandes plateformes numériques, par exemple, vous êtes plus petit, c'est plus difficile que quand vous êtes un News Corp. C'est ça la réalité. On a une très grande variété d'actionnariats. Effectivement, Ouest France, c'est une association. Centre France, c'est une fondation. La Dépêche ou Sud-Ouest, c'est une espèce de capitalisme familial. EBRA, c'est le Crédit Mutuel. Alors oui, une banque, c'est pas non plus Lehman Brothers, le Crédit Mutuel, c'est des sociétaires derrière, c'est pas des actionnaires, c'est pas la même chose. Et une myriade de petits titres dans les territoires, souvent des entrepreneurs indépendants. C'est ça la réalité, c'est ça qui est menacé aujourd'hui par la crise économique de la presse. Et j'en viens à l'autre sujet qu'on a abordé, qui est la publicité. La crise économique de la presse, elle vient très largement de la fuite des recettes publicitaires vers les plateformes. Un média indépendant, c'est un média financé, c'est un média qui arrive à se financer par les abonnements, par la pub, par les annonces judiciaires légales, par les revenus tirés aussi des négociations avec les plateformes. C'est ça la réalité. Et à chaque fois qu'un de ces piliers s'affaiblit, c'est effectivement l'indépendance de la presse qui s'affaiblit. Donc on peut dire on n'a pas besoin de pub. Enfin, je comprends que des médias d'investigation puissent fonctionner sur des modèles d'abonnement, c'est une réalité. Mais les grosses rédactions de presse d'information générale, Le Monde, vous êtes 500, je pense, Ouest France, pareil, à peu près en rédaction, ça ne se finance pas sans pub, c'est pas vrai.
Et d'ailleurs, quand la pub a été introduite dans la presse d'information au XIXe siècle, c'était bien dans une recherche d'indépendance pour échapper aux trusts industriels et financiers de l'époque. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Julia Cagé, qui ne peut pas être trop soupçonnée, je pense, de complaisance vis-à-vis des actionnaires. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et ce discours anti-publicité, moi, je suis un peu étonné parce qu'il résonne beaucoup avec le discours des plateformes, justement, des Google, des Meta. Mais la pub, c'est pas pour vous, votre business, c'est l'abonnement. On va vous aider à vendre des abonnements. La pub, c'est pour nous. C'est ça, c'est le discours aujourd'hui des plateformes et qui converge totalement avec ce discours un peu anti-publicitaire. Donc il faut faire attention quand même à ça. On peut rêver d'une presse sans publicité, sans actionnaire. Ça risque d'être une presse sans journaliste, je vous le dis. Oui, bonjour. Je voudrais vous informer du fait que l'UNESCO, qui a créé le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, choisit un thème chaque année. Et cette année, ça se tient à Santiago du Chili, et c'est la difficulté pour les journalistes d'informer sur les problèmes environnementaux, climatiques, etc. C'est pas par hasard. Et si la France n'est pas forcément le plus mauvais élève, c'est pas forcément le meilleur non plus. Et il y a beaucoup de choses à dire, notamment en Bretagne, notamment, vous avez vu que des journalistes ont été menacés, le sont encore. Quand ils informent sur ces problèmes de santé, ces problèmes environnementaux, il n'y a pas que la Bretagne. Et l'UNESCO a, travaillant avec nous, Fédération internationale des journalistes, qui représente environ 600 000 journalistes dans le monde, avons sorti une enquête dont tout le monde peut se saisir s'il est intéressé, sur la sécurité des journalistes environnementaux. Donc, je pense que ça va remonter le plus vite possible. Santiago du Chili, c'est le 3 mai. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une question, mais du coup, l'information est prise. C'est à la fois une question et une remarque. Je comprends votre pragmatisme économique vis-à-vis des annonceurs publicitaires, mais si on le relie à la thématique qui est évoquée et qui était suggérée il y a quelques minutes, le premier annonceur de la presse, c'est évidemment le secteur automobile. Et c'est là qu'à un moment ou à un autre, il entre en contradiction avec certaines des initiatives éditoriales. Pour info, il a réaugmenté l'an dernier, peut-être après ce qu'a été le passage à vide Covid, où des gens se précipitaient moins vers un achat de voiture. On est entre 2,5 milliards et 3 milliards de revenus publicitaires. Alors pas seulement pour la presse, c'est aussi l'affichage des fois en extérieur dans votre rue, etc. Mais c'est le premier annonceur, en tout cas en France. Donc oui, il peut y avoir cet opportunisme économique, mais malgré tout, de temps en temps, le lecteur, et on en a fait l'expérimentation, nous, après nos étudiants EPJT, en le discutant aussi avec des intervenants extérieurs, c'est avoir une bonne volonté éditoriale de traiter de façon plus équilibrée l'environnement, puis d'avoir à côté, sur la page de droite, une pub pour une voiture. C'est là, à un moment ou à un autre, où le lecteur et la lectrice s'y retrouvent pas forcément. Oui, juste, tu as raison, mais aujourd'hui, si tu regardes le contenu des publicités du secteur automobile, ils ne font plus du tout de pub pour le thermique. Enfin, plus du tout, je n'ai pas été expertisé, mais chez nous, en tout cas, toutes les pubs qui viennent du secteur automobile, ils font la pub sur l'électrique. Parce qu'ils ont bien compris que, quelque part, en termes d'image, ils étaient obligés de passer à autre chose, même si aujourd'hui, ça reste très minoritaire. Donc, voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Alors, la voiture électrique, ce n'est pas le summum, hein, ça a ses propres internalités polluantes. On connaît le problème du recyclage des batteries, notamment. Mais est-ce qu'il faut aussi se dire on ne fait plus de pub pour le thermique, mais on ne fait plus de pub pour l'électrique? On revient sur cette équation publicitaire. Mais en tout cas, effectivement, ce secteur a bien compris que c'était plus possible de faire de la pub pour des voitures extrêmement polluantes. Juste, je me permets de nuancer un tout petit peu ce propos. La pub, déjà pour le thermique, existe encore, notamment par le biais des hybrides, et surtout, y compris la pub pour les véhicules électriques, se fait de plus en plus pour des véhicules gigantesques. Enfin, le sujet de la mobilité, le sujet des nouveaux récits qu'évoquait Valérie tout à l'heure, c'est le sujet de notre choix de société. Donc, bien sûr, de la publicité. On peut faire de la pub pour une Zoé ou pour le leasing social. On n'est pas obligé de faire de la pub pour une énorme SUV tournée en pleine nature avec des beaux arbres pour nous expliquer que la liberté, c'est 2,5 tonnes. Voilà, c'est juste pour nuancer un petit peu cet élément. J'allais un peu partir de cette réflexion aussi. Clairement, je crois que c'est pas aussi simple que d'être pro ou anti-pub. Qu'effectivement, le modèle économique le nécessite. Mais au-delà de ça, la question, c'est quelle est aussi la part de responsabilité des médias. Je veux dire, il n'y a pas que nous qui sommes responsables. On doit prendre notre part. On doit la prendre plus encore que ce qu'on fait actuellement sur plein d'aspects, celui-ci notamment.
mais quel est le vrai pouvoir des médias dans... c'est peut-être plutôt à la puissance publique de réguler le poids des véhicules, par exemple. Donc oui, l'électrique, maintenant, le GIEC, tous les scientifiques, etc., le disent bien. Non seulement il faut passer à l'électrique, mais il faut aussi un usage moindre des véhicules. Il faut aussi qu'ils soient plus légers, parce que sinon tous les gains gagnés par l'électrique sur le thermique sont flingués par le fait d'avoir des véhicules super lourds qui consomment beaucoup. Voilà, donc moi je veux bien, mais c'est un peu trop facile de dire les méchants médias qui se gavent de pub, dans le sens où, de la même manière que les actions individuelles de chaque citoyen, elles ont une vraie importance, à un moment donné, si l'État ne fait pas des vrais choix, ne fait pas des lois, n'interdit pas, ne réglemente pas certaines activités économiques ou certaines choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, chacun doit prendre sa part, nous y compris, mais on n'a pas la main sur tout, quoi. C'est peut-être maladroit la manière dont je le dis. Peut-être qu'il faudrait faire un petit message comme les produits gras et salés. Attention, le poids de ce véhicule électrique est un danger pour la planète. Ça existe déjà. Ou interdire des véhicules. Les régies publicitaires aussi travaillent avec les annonceurs. Enfin, Valérie est bien placée pour le savoir, puisque nous, la régie TF1 a été une des premières à travailler avec les annonceurs et avec l'ADEME. Valérie, si tu peux en dire deux mots. Donc oui, c'est une préoccupation, je pense, des médias, mais effectivement, sans pub, c'est ce que tu disais. Sans pub, vous n'aurez plus d'informations. Qui va payer ces reporters qui vont sur le terrain et qui partent à des milliers de kilomètres? Ça coûte très très cher de faire de l'information. Donc s'il n'y a plus de pub, qui finance? Où est le modèle économique? Alors oui, il peut y avoir des fondations, des associations, mais si on veut une information aujourd'hui fiable, vérifiée, crédible, je pense qu'on ne peut pas faire sans. Alors après, il y a des moyens de travailler, je pense, et bon, Valérie, je vais laisser Valérie en dire quelques mots, mais nos régies pub, elles travaillent avec les annonceurs, effectivement, pour que la pub soit plus vertueuse. Donc on a mis en place une campagne d'éco-funding avec l'ADEME, où on travaille sur des critères spécifiques. Donc oui, on travaille, mais il n'y a pas, effectivement, il y a aussi une histoire de régulation derrière et du travail de l'État. Les médias ne peuvent pas tout, quoi. Après, ce qui est intéressant justement dans ce que tu dis, donc sur la partie régie publicitaire, à l'agence, on a développé une sorte de cahier des charges pour répondre à la demande, alors au premier rang desquels TF1, mais il y a pas mal maintenant de médias audiovisuels qui nous ont rejoints, qui était de vouloir mettre en avant un certain nombre de produits à moindre impact environnemental. Et donc, comment fait-on ? Sur quel label on s'appuie, puisque aujourd'hui c'est la jungle des labels, donc personne ne savait. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, mais ça se passe aussi comme ça au Monde, dans ce que j'en vois, c'est que chez TF1, au Monde, etc., il y a un double mouvement de formation, à la fois de la rédaction et de la régie pub. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. À l'agence, on ne dit pas qu'il ne faut pas de pub. Jamais dit ça. En revanche, quand TF1 nous dit « moi, je voudrais mettre en avant dans une forme d'écrin publicitaire des produits à moindre impact environnemental », comment je fais concrètement ? Là, c'est le rôle de l'ADEME d'apporter son expertise pour pouvoir expliciter quels sont les labels qui sont à prendre, comment est-ce qu'on fait pour analyser les publicités, que l'on regarde justement si oui ou non le produit qui va être promu et non pas une démarche générique qui pourrait paraître floue parce qu'il n'y a pas véritablement de label autour de tout ça. Donc quel est le produit qui est promu et comment on le met en avant? Et c'est vrai que ça fait déjà bientôt 3 ans qu'on travaille en étroite coordination ensemble et qu'il y a des résultats. Et les résultats, ils se passent aussi parce que les labels sont mis en avant de façon beaucoup plus importante sur les publicités. Ce qui veut dire que ça va contribuer à la connaissance que les gens ont également de ces, on va dire, bons labels. Et je trouve qu'en ça, ça nous a permis de progresser. Il y a eu un post-test ou 2 qui ont été faits et c'était particulièrement intéressant. Néanmoins, on voit bien qu'il y a un déficit aujourd'hui dans la connaissance globale de la population, justement, de tous ces éléments pour avoir un regard objectif autour de la façon dont on parle et donc des mots qui sont utilisés pour parler de ces questions d'environnement. C'est valable à la fois pour les rédactions, à la fois pour les régies publicitaires, à la fois pour les annonceurs et leurs publicités. On donne un seul exemple. Il y a eu à un moment la folie du terme, et autour du discours du terme de neutralité climatique, qui est un terme qui peut apparaître comme étant quelque chose de trompeur.
C'est-à-dire que les gens se disent « Ah bah si c'est neutre climatiquement, bah, tant mieux, ça veut dire que le problème est réglé ». Il y a d'autres termes, et ça c'est plutôt du côté des journalistes et des médias, de donner les termes qui peuvent être tendancieux et qui peuvent, disons, empêcher de faire cette accélération dans l'acculturation des publics sur nos questions environnementales. Mais voilà, en tout cas, le fait qu'on puisse travailler ensemble avec les médias, tant sur la partie rédaction en leur apportant du contenu fiable, validé et de leur régie publicitaire, c'est pour nous quelque chose qui doit aller et qui va de plus en plus de pair et que je trouve très intéressant, même si c'est pas simple à mener au quotidien et que ça nécessite un gros effort de formation. Et je pense, Christelle, que tu as 1000 fois raison quand tu dis c'est pas parce qu'on a fini de former notre premier round de journalistes que les autres, il ne faut pas recommencer parce que les sujets évoluent sans arrêt. Attends, tiens, moi j'y arrive. Et juste pour... si c'est possible en France de créer un média sans publicité. La Relève et la Peste, on n'a pas de publicité. Alors, on n'est pas du tout la taille de Le Monde, etc. Hein. Je ne veux pas comparer l'incomparable, attention, on est bien d'accord. On a une quinzaine de journalistes pigistes maintenant en France et en Europe. Nous, on a aussi une particularité, c'est qu'on ne fait pas du fil d'infos en continu, donc on n'a pas non plus le même besoin en termes de nombre de journalistes d'équipe éditoriale. Pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est à la fois une maison d'édition, ça c'est notre livre-journal Océan, on en produit un livre-journal par an et d'autres ouvrages, des BD, des manifestes, un livre photo l'an prochain également. C'est la vente de nos livres qui nous assure le revenu nécessaire pour faire fonctionner le média d'information accessible gratuitement, sans publicité et rémunérer maintenant des pigistes, y compris des photoreporters. Donc ça, c'est ma plus grande fierté cette année. Sur des beaucoup plus gros médias en France, on a Mediapart, qui existe depuis 15 ans, qui n'a pas de pub, qui fonctionne par abonnement. Dans les nouveaux indépendants qui sont plus dans l'audiovisuel, on a Le Média et QG, Le Média Libre, qui sont en train d'arriver sur la télévision et qui n'ont pas de publicité non plus, qui fonctionnent sur des modèles sociétaires. Donc c'est beaucoup plus difficile sans pub, je le sais parce que je le vis et qu'on ne rémunère pas tout le temps les journalistes à la hauteur de ce qu'on aimerait pouvoir le faire, mais c'est possible de faire fonctionner un média en France sans publicité. En plus, bah, bien sûr. Oui, bonjour, Benoît, collectif cycliste 37. Donc je m'intéresse surtout à la troisième solution, le troisième frein, on va dire, les solutions. Et donc à travers le vélo, les mobilités cyclables, des fois j'ai des difficultés, par exemple en sollicitant des médias, à pouvoir avoir un article, notamment pour inviter les gens à découvrir des solutions de mobilité lorsqu'il y a un événement, la fête du vélo, donc ça permet de faire venir des gens. Donc là, je pense qu'il y a une attention importante à avoir, c'est-à-dire c'est des choses dont les journalistes n'ont pas forcément conscience, mais auprès du public, il y a des solutions. Et donc, je pense que les journalistes peuvent s'engager pour le défi climatique à travers la médiatisation des événements apportant des solutions. Et ces solutions, en plus, rentrent dans un récit donc qui n'est pas éco-anxieux ni punitif. On est là plutôt dans on va dire, l'éveil d'un désir mimétique. Donc, c'est-à-dire amener vers un désir d'aller vers un type de mobilité. Et je pense qu'aussi dans la réalisation des articles, des médias, c'est important d'amener au désir mimétique qui est très utilisé dans le domaine publicité pour aller sur la voiture. Voilà. Et concernant la publicité, j'ai aimé une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aussi aux publicitaires de s'engager à peut-être accorder 1% de financement pour aider à véhiculer ce désir mimétique vers la mobilité cyclable, par exemple, en aidant une publicité vélo, car le rapport de force financier est différent. Donc ce serait faire en sorte que les publicitaires automobiles aident aussi à aller vers ce chemin. Non,
je ne sais pas quelle rédaction a refusé de venir faire un sujet sur ce que vous évoquiez en termes de vélo, parce qu'en tout cas, alors, moi je suis la chef de rédaction de Rennes à Ouest France, je peux vous dire que ces sujets-là, en plus c'est beaucoup moi qui les traite, on en fait énormément depuis un certain nombre d'années, et plus globalement à Ouest France, hein, donc je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit généralisé, enfin ça serait inquiétant, j'ai l'impression qu'on n'en est plus là quand même, et de manière plus vaste. Je ne l'ai pas trop évoqué tout à l'heure, mais bien évidemment que nous, ce qu'on met aussi beaucoup en avant quand on fait ces réunions d'information et de discussion avec tous les journalistes dans les 12 départements, c'est vraiment d'adjoindre des solutions et de ne pas en rester au constat, tout simplement. Il faut le faire, le constat, on en a encore besoin, parce que beaucoup de gens ne s'en rendent pas encore compte, ils n'ont pas les échelles de grandeur, des choses comme ça. Et puis, voilà, c'est notre métier d'informer. Mais effectivement, il faut y ajouter des solutions. Alors, à ceci près qu'on rappelle aussi que, et ça, la boucle est bouclée avec la pub, que chaque individu, à titre personnel, a un vrai levier d'action, qui est estimé, je crois, par Carbone 4 à 25% de baisse de ses émissions de carbone. Mais que, effectivement, tout le reste, et donc l'immense majorité, c'est les pouvoirs publics. Enfin voilà, si on habite, si je parle de mon secteur, si on habite à 25 km de Rennes, ça commence à faire loin à vélo, même électrique. S'il n'y a pas de train, s'il n'y a pas un bus qui passe vraiment de manière très récurrente depuis tôt le matin et jusque tard le soir, quelle autre solution on a que la voiture? Voilà, donc à un moment donné, il faut aussi que les pouvoirs publics jouent le jeu. C'est une nécessité, quoi. Et nous, on peut relayer tout ce qu'on veut, on peut donner toutes les solutions qu'on veut. Les gens peuvent faire autant leur lessive sans déchets qu'ils veulent et acheter à la Biocoop et lombricomposter. S'ils continuent à prendre leur voiture à fond pour aller travailler, c'est vain. Ouais. Je rebondis juste là-dessus aussi parce que il ne faut pas juste que chacun se repasse la balle, ce qui n'est pas ce que vous faites là, mais c'est important de se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, pour qu'une solution, notamment qui a de l'impact, soit acceptée et que les gens passent à l'action, il est démontré qu'il faut qu'elle soit perçue comme étant normale. Pour qu'elle soit perçue comme étant normale parmi la population générale, il faut qu'on la visibilise. Donc en fait, évidemment, si on ne visibilise pas le vélo, du coup les gens ne prennent pas le vélo, du coup c'est pas une priorité gouvernementale. En fait, tout le monde peut toujours dire que le suivant dans la chaîne causale a un impact. Donc bien sûr, après il s'agit justement de se dire que collectivement, tout le monde a un impact, le citoyen, les médias, les pouvoirs publics, etc. On est friands, nous, des solutions. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça a été aussi une réflexion dans le réseau environnement, parce qu'on mettait beaucoup en avant à Ouest France des initiatives individuelles hyper louables, et très bonnes, de gens qui faisaient des petites choses. Et c'était très bien. Mais à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on pense aussi à être plus systémique, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on laisse croire aux citoyens que parce qu'ils achètent zéro déchet, enfin voilà, ça a un impact. Mais c'est de cette échelle-là, tandis que, par exemple, aller au travail à vélo, ce sera à cette échelle-là. Et c'est ça notre rôle aussi. Mais clairement, bien sûr qu'on continue à mettre en avant les solutions. Et d'ailleurs, c'est des articles qui sont très lus, beaucoup plus que les articles catastrophistes en termes d'audience. Ouais. Et je pense, juste pour reprendre sur la question, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement plus facile pour la presse quotidienne régionale, qui va justement se positionner sur les initiatives locales peut-être plus facilement, d'où probablement la réponse rapide. Je crois que Valérie... on est tous les deux, on se partage le micro. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, justement, je te donne raison, hein, sur la presse quotidienne régionale, il y a un très beau traitement, et justement qui permet d'engager ce passage à l'action, parce que je pense que c'est ça aussi le sujet d'aujourd'hui, c'est comment par le traitement dans la rédaction, par la rédaction des sujets, on va pouvoir encourager le passage à l'action. Et moi, je voudrais saluer le traitement d'un sujet qui, au départ, avait un terme qui était assez exotique, on va dire, les véhicules intermédiaires. Vous voyez une amie, la petite voiture grise, c'est un véhicule intermédiaire. En fait, ce sont des véhicules très sobres, voilà, plutôt électriques, qui sont entre le vélo et la voiture aussi, pour certains. Et il y a eu 2 grosses initiatives, donc nous qu'on soutient, hein, avec tout un ensemble d'actions qui ont été menées qui s'appelle l'Extrême Défi, et qui a permis à la fois de pouvoir lancer une grande expérimentation et puis une sorte de concours d'appel à manifestation d'intérêt qui a permis de faire émerger justement des propositions et des innovations pour pouvoir justement développer, créer, concevoir ce type de véhicule. Ensuite, dans la phase 2, l'expérimenter sur des territoires. Et puis dans la phase 3, l'idée, c'est d'en créer une véritable filière économique française de construction de ces véhicules.
Mais il y a eu 2 initiatives extrêmement intéressantes, que ce soit la Diagonale du Plein, qui s'est tenue l'été dernier, ou la Nouvelle Aventure, qui est en train de se tenir. Et je trouve que, justement, ça a permis, par le traitement médiatique qui en a été fait, une véritable démocratisation d'un terme qui, au départ, pouvait paraître comme un terme de sachant et pouvait être peut-être jugé comme distanciant par rapport à ces problématiques ou par rapport à la compréhension qu'on pouvait en avoir. Et de ce côté-là, je trouve que c'est l'extrême force des médias de pouvoir vulgariser, rendre accessible, faire de la pédagogie sur des innovations à la fois technologiques et sociétales que je trouve extrêmement encourageant. Et donc voilà pourquoi, de ce côté-là, je trouve qu'il y a une belle couverture médiatique, sachant que parfois, il se trouve aussi que les médias sont confrontés à des innovations ou à des propositions de sujets où il est parfois compliqué de savoir si oui ou non elles ont ou pas un sens et quelle est leur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quelle proportion elles vont pouvoir représenter. Et ça aussi, du coup, le travail que fait, ce que disait Christelle tout à l'heure, avec justement le comité d'experts pour pouvoir regarder, analyser. Mais ça prend du temps, tout ça. Et c'est une véritable expertise. Et donc, moi, ma question, elle serait plutôt en prolongation. Comment les médias peuvent se doter justement de ce réseau d'accompagnants pour pouvoir évaluer quelle est la pertinence ou pas de la solution qui est proposée. Voilà. C'est peut-être aussi ça le sujet. C'est un peu éloigné du vôtre, mais voilà. Et là, il faut que je donne la pierre. Non, alors il n'y a pas de lien direct avec ce que vient de dire Valérie, sinon le terme innovation. Mais je fais juste un petit encart pub, justement, sur le fait que demain, il y a une table ronde de journalisme et IA, je crois, où Florent Rimbert, le responsable du pôle numérique de l'Alliance, qui est ici présent, présentera un projet qui s'appelle Spinoza, et que je vous invite à aller écouter, qui est un projet d'intelligence artificielle générative. C'est un truc qu'on a mené avec RSF, Reporters sans frontières, et qui vise justement à fournir un outil aux journalistes et aux rédactions sur ce sujet de la transition écologique. Donc c'est une intelligence artificielle générative dont le corpus de données est constitué de l'ensemble des articles liés à la transition écologique publiés par les éditeurs qui sont partis au projet et des rapports du GIEC. Enfin, il y aura bientôt les rapports du GIEC dedans. Et l'idée est évidemment de montrer que l'IA générative peut être un outil au service du journalisme et pas forcément un outil de pillage ou de destruction d'emplois ou de valeurs. Peut fonctionner en toute transparence justement sur la base de données journalistiques et peut-être quelque chose qui sert aussi à la transition écologique. Voilà. Christelle, vous vouliez... Non, je voulais juste rajouter sur ce que disait Valérie. Lorsque nous avons mis en place nous, les formations pour nos rédactions avec Imagine 2050, on a travaillé spécifiquement sur ce journalisme de solution. Parce qu'on traitait déjà du journalisme de solution, mais on n'allait pas assez loin, certainement. Et on a travaillé sur les ordres de grandeur. Et ça, c'est important aussi de donner ces notions d'ordre de grandeur, que ce soit dans les papiers de presse écrite, des JT, etc., ou de radio. Je pense que c'est important aujourd'hui de donner ces ordres de grandeur au public. Donc on a vraiment travaillé sur ces 2 sujets-là. Et le journalisme de solution, on travaille aussi avec le supplément Enquête de demain et la PQR. On a beaucoup de sujets d'initiatives locales, de proximité dans le journal, notamment de 13h. Et sur le vélo, je suis d'accord, je pense qu'on en a fait pas mal sur le vélo. Après, c'est vrai que voilà, entre la perception que vous pouvez en avoir, si vous ne regardez pas, par exemple, pour ce qui est de l'audiovisuel et des JT, si vous ne regardez pas tous les JT, ben vous allez peut-être passer à côté du sujet qu'on a déjà traité. Et on l'aura traité, on ne peut pas le traiter tous les jours. Donc c'est difficile de satisfaire tout le monde tout le temps. Ou alors il faut que vous soyez devant, et je vous le conseille, devant les JT à 13h, à 20h, du lundi au dimanche. Merci beaucoup. Je dois me faire le gardien du temps. On arrive au bout de cette séance. Je crois qu'il y a une petite précision sur l'OFALP en fond de salle qui est représentée. Oui, je me permets, juste parce que le nom a été cité, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Je remercie Laurie Deboeuf de l'avoir cité. Mon prénom a été cité, mais on est de nombreuses organisations derrière. Informer n'est pas un délit, le CDJM, donc le Conseil de déontologie journalistique, l'association Journalisme et Citoyenneté qui organise les assises internationales de Tours aussi. Et donc, on est un organe qui s'est créé là très récemment au mois de novembre. Et le but, c'est simplement d'objectiver, là encore, d'avoir des datas, des données sur les atteintes à la presse un peu partout sur le territoire en France pour essayer de quantifier et qualifier ces atteintes.
parce qu'il y a aussi le SNJ, le premier syndicat de journalistes qui est derrière, la Garde, la Guilde des auteurs-réalisateurs. On a tous des capteurs un petit peu à différents endroits, mais aucun endroit ne les centralise. Donc voilà, je voulais juste préciser que l'OFALP existe. Il y a un site internet qui s'appelle ofalp.org et on est aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Merci à nos intervenants pour cette table ronde. J'espère qu'on va pouvoir dissoudre Quota Climat d'ici peu, parce que maintenant, il n'y aura que du très bon travail en tous les sens. Donc, je ris. En plus, on met en visibilité, bien sûr, aussi les bonnes pratiques médiatiques. Rassurez-vous. Merci à tout le monde. J'espère que l'an prochain, on se reverra pour vous présenter notre observatoire avec Valérie.